lancer l'enregistrement. Allons-y, je vais dire un petit mot juste avant. Oui, on vous écoute. Voilà, eh bien, bonjour à tout le monde, bonjour mesdames, messieurs, chers amis. Voilà, vous êtes bien à l'association Demain la psychanalyse et il s'agit du séminaire public 2020-2021 qui est consacré à la présence du psychanalyste. Ce séminaire a lieu sous l'égide de la chaire de philosophie dirigée par Cynthia Fleury. Et aujourd'hui, nous sommes à la 7e séance, il y en a 8. La 7e, donc l'avant-dernière séance, qui concerne la présence ou l'absence du psychanalyste dans les médias, avec une invitée qui est Madame Emmanuelle Laurent, dont je ne dis pas un mot parce que je passe la parole à Halima Aoui, qui va la présenter. Bien, très bien. Donc, je vous présente Emmanuelle Laurent ou Mardi Noir. Alors, on choisit. Emmanuelle Laurent, bah là, intime. Là, Emmanuelle, peut-être. Ou Emmanuelle. J'aime bien appeler les gens par leur nom et leur prénom. Excusez-moi, encore un tout petit mot, que les personnes qui ne veulent pas que, parce que cette émission sera diffusée, que les personnes qui ne veulent pas qu'on écoute leurs paroles, leurs réflexions, leurs questions, ferment leur micro. Hein. Voilà, qu'elles ne viennent pas après demander à ce qu'on les enlève parce que c'est compliqué. Donc, si vous ne voulez pas que votre parole circule, c'est tout à fait légitime, vous fermez votre micro. Hein. Voilà. Excusez-moi, on reprend alors. Non, mais c'est bien. Ça nous permet avant de continuer à te présenter, si ça ne t'embête pas, l'idée, c'est d'avoir justement une parole qui circule, une discussion. Donc, si pendant la présentation, l'exposé, eh bien, vous souhaitez intervenir, vous êtes évidemment les bienvenus pour prendre la parole à tout moment. Pour reprendre la petite présentation d'Emmanuelle Laurent, alors, psychologue clinicienne, je crois, diplômée il y a 6 ans. Ça coïncide avec le moment où il y a des vidéos qui commencent à être diffusées sur YouTube. Psychanalyse toi ta face, ma face. La face. Et on a, parce que moi j'étais pas là, mais un premier livre en 2018, Comme ci, comme ça, très drôle. Et puis ensuite une BD l'été dernier, Drosophilia, c'est ça. Coécrite cette fois-ci, avec Quentin Zuton. Et puis là, tout récemment, Êtes-vous bien sûr d'être normal. C'est ça. Que je recommande, c'est de lecture, je pense à l'image de tes vidéos, mais en mode décalé par l'écriture. Là, on n'a plus l'image, on n'a même plus le son, parce qu'on a notre propre voix. Voilà, si vous n'avez pas lu ces 3 livres, je vous les recommande. Et puis, donc, traversé par la psychanalyse, psychanalyste. Psychanalyste, oui. Je crois qu'on peut commencer à le dire. Ouais, ça y est. Bon. Et donc, aujourd'hui, puisqu'on parle des médias, de la présence et de l'absence du psychanalyste, tu représentes un peu le média, le média des temps modernes, donc réseaux sociaux, et j'en passe, voilà, réseaux sociaux principalement. Peut-être aussi les nouvelles chaînes de télé, je ne sais pas. Bon, tu vas nous en parler un peu plus. Je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, je le redis, n'hésitez pas à intervenir s'il y a des questions au fur et à mesure, parce que je ne vais pas forcément être à l'aise de parler toute seule pendant 3 quarts d'heure ou 1 heure. Je vais peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens il y a sans doute des personnes qui ne me connaissent pas, donc quand même, pas forcément trop rapidement, mais je vais essayer de quand même contextualiser un petit peu le pourquoi, du comment j'ai lancé cette chaîne YouTube. Au début, il y avait vraiment… donc, je venais d'être diplômée de psychologie clinique et par ailleurs, j'étais en analyse depuis… à l'époque, 12 ans déjà. Et en fait, au moment du diplôme, j'ai eu une forme d'étrangeté à l'idée de devenir psy. Ça ne venait pas de manière évidente. Et il me restait des choses, je pense, à régler du côté de la scène et du jeu de scène
que par ailleurs, j'avais aussi abandonné des années plus tôt à cause d'un trac phénoménal. Et sauf que pendant les études de psycho, YouTube a commencé à émerger. On a vu de plus en plus de chaînes se créer. Et donc, à la fin des études, je me suis dit, tiens, je vais peut-être quand même lancer une chaîne YouTube, mais pas du tout pas du tout avec une idée de parler de psychanalyse au départ. C'est ça qui est peut-être un petit peu étonnant. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une idée très premier degré d'être reconnu par un public dans quelque chose d'assez narcissique finalement et assez assumé, c'est-à-dire mais quelque chose de vraiment, je ressentais le besoin d'être connu. Voilà, c'est pas très forcément glorieux à dire, mais je pourrais mentir et dire que j'avais très envie de transmettre la psychanalyse à tous ces ignorants, mais pas du tout. Je voulais surtout qu'on me regarde et m'admire. Et donc, pendant les études, je consommais beaucoup de vidéos de maquillage, donc de toutes ces femmes ça a commencé aux États-Unis, puis c'est arrivé ensuite en Europe, et donc des femmes qui, au début, c'était pas encore un business comme aujourd'hui, c'était vraiment des choses plus détentes, où des filles en fait se maquillaient face caméra et racontaient leur vie. Et le format américain s'appelait le Get Ready With Me. Donc, préparez-vous avec moi. Enfin, venez, on se prépare ensemble. Et au début, je voulais vraiment faire des Get Ready With Me, mais sans parler de psychanalyse. J'étais vraiment partie sur, bah oui, je vais faire ça moi aussi. Sauf que j'ai fait une première vidéo, donc très premier degré comme ça. Et puis, je me suis trouvée absolument ridicule et pas du tout légitime à parler de futilité. C'est ça aussi qui est un peu étonnant, c'est-à-dire que d'être dans quelque chose une démarche très futile, très légère, très superficielle, c'est pas que je dénigrais la chose, c'est que je me sentais illégitime à la mener la mener de front, quoi. Et donc, comme j'avais quand même envie de rester sur YouTube et explorer ce modèle, je me suis dit de quoi est-ce que je vais pouvoir parler et finalement, qu'est-ce qui me rend légitime sur Internet. Et là, je me suis dit, c'est la psychanalyse, je viens de finir mes études, ça me passionne, quasiment tous mes amis sont psy, je parle de ça toute la journée, je vais parler de psychanalyse sur Internet. Et donc, ça a commencé comme ça. Et comme j'avais quand même pas envie de lâcher le maquillage, puisque c'était finalement quand même ce qui m'avait attrapée au départ, j'ai décidé de combiner le maquillage et la psychanalyse dans une sorte d'hybride un peu punk, un peu bizarre. Et donc, j'ai intitulé ça « Psychanalyse-toi la face » et qui est vraiment calqué sur donc le « Get Ready With Me » américain. Voilà, pour dire quand même un petit mot du début. Mais je ne sais pas déjà s'il y a des personnes qui ont envie de rebondir déjà là-dessus ou si je continue. Non, très bien. Ah, mais d'accord. Non, Mardi Noir, j'aime beaucoup vos vidéos, je suis abonnée. Voilà. Je me montre, enchantée. Non, je suis ravie. Non, c'était super ce que vous faites. Merci. J'arrête. Donc, voilà. C'est pas, voilà. Ah voilà. Non, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup rigolé. Très bien. Et pourquoi Mardi Noir? Oui, pourquoi Mardi Noir? Non, alors, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de réelle réponse. Mardi Noir est un très vieux pseudonyme que j'ai eu sur Internet au début. Et j'étais très attirée par le chaos et les catastrophes économiques. Et Jeudi Noir était déjà pris en ligne, donc j'ai choisi Mardi Noir. Mais tu sais qu'après, il y a eu une succession. Il y a eu le Jeudi Noir, le Lundi Noir. Oui, de toute façon. Voilà. Moi, je croyais que c'était parce que c'était l'anagramme de amoindrir. Oh, j'adore. Je le note. Ça me va droit au cœur. Moi et mon masochisme, on vous remercie. Oui, non, mais c'est pas mal. Mardi Noir, amoindrir, j'aime beaucoup. Je la ressortirai. Je leur dirai ça maintenant aux gens. Oui. Sur tes vidéos, tu as commencé à parler de psychanalyse.
est-ce qu'après, il y a eu des demandes? Enfin, du coup, la première vidéo, par exemple, moi, je ne me souviens plus, mais je pense que tu t'en souviens peut-être mieux. Oui. Ça te trottait à la tête, tu t'es dit, bam, aujourd'hui, je parle de ça. Et puis d'ailleurs, les autres, il y a eu Phallus, il y a eu… Ah oui, bah, bon, alors. Alors, c'était quoi, des demandes? Tu écoutais un peu les demandes qui t'étaient faites par tous les followers ou, Pas du tout. ou tu cherchais plutôt juste… Pas du tout. En fait, au début, il y avait vraiment une démarche assez artistique où j'avais envie de présenter des concepts, des grands concepts de psychanalyse que j'avais digérés et que j'avais envie de mettre en scène en vidéo. Et, mais il n'y avait pas, non, il n'y avait pas forcément de lien avec les personnes tout de suite. Et d'ailleurs, justement, ça m'amuse aussi quand je dis est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose et puis du coup, la première parole qui sort, c'est « je vous aime beaucoup, j'adore ce que vous faites » et ça me touche énormément. Mais il y a toujours, en fait, cette position-là, elle a quand même tout de suite été assez… c'était à la fois ce que je recherchais et en même temps, ça a tout de suite été assez inconfortable. C'est-à-dire, en fait, ce rapport entre une forme de… surtout avec l'idée que mon contenu, c'était quand même un contenu psychanalytique, mais qui pouvait par moments dévier vers une forme aussi de fanatitude. Alors là, je ne dis pas que c'était une réaction de fan, mais ça m'a fait aussi ça dans les premières dédicaces où j'ai vu des personnes pleurer face à moi, un peu comme une rockstar. Voilà. Cette position-là, je l'ai assez vite ressentie. Et justement, peut-être ça va permettre aussi d'aborder cet angle-là sur la présence et l'absence de la psychanalyse dans les médias. C'est finalement comment on fait pour parler de psychanalyse à une masse informe d'individus sans tomber quand même dans une forme de, je ne sais pas comment dire, faire un néologisme, de gourouisation du public. Et c'est tout ce que j'ai cherché à éviter tout le temps. Donc, j'ai fait des vidéos très, je dirais, très manquantes, très plus castrées d'ailleurs que castratrices, où je coupais, on me disait souvent « Manu, tu t'arrêtes tes vidéos, on ne sait pas où tu es parti, tu ne dis pas au revoir ». On m'a souvent dit que mes fins de vidéos étaient très abruptes. Mais c'est parce que tout ce côté de séduction, parce qu'il faut quand même… j'ai beaucoup parcouru YouTube et je vois aussi de comment fonctionne cette interface, mais également les autres réseaux sociaux. C'est une interface de séduction immense. C'est-à-dire qu'on drague vraiment les abonnés ou à la fin on dit au revoir. Il y a tout un protocole pour obtenir des vues, pour obtenir une audience qui augmente et avoir des j'aime, etc. Ce qui à la fois permet de garder une existence en ligne et en même temps est extrêmement, je dirais, délétère parce que on rentre tout de suite dans quelque chose de marketing, ce qui est quand même ce que je trouvais un peu particulier avec un contenu psychanalytique qui pour moi en tout cas allait à l'encontre de cette démarche publicitaire, je pourrais dire. Ouais, mais est-ce que ça interroge du coup la manière de parler de psychanalyse ou le psychanalyste qui parle dans les médias, ça vient titiller tu l'as dit, son narcissisme ou des choses comme ça. Enfin, voilà, à quel moment est-ce que tu dérives pas plus dans un sens ou dans l'autre? Est-ce qu'à un moment, tu peux… bon, là, en plus, c'est avec YouTube, peut-être Insta et tous ces Twitter, etc. Mais je ne sais pas, quand tu es toujours à la radio, un psychanalyste comme ça qu'on entend tout le temps à la radio, finalement, est-ce qu'il continue à être psychanalyste avec le public, dans le public? Est-ce qu'il continue à parler de psychanalyse ou juste il parle de lui à longueur de journée, il s'écoute et puis il va titiller les gens de toute façon, c'est toute la difficulté, selon moi, des médias, mais même pour n'importe quelle discipline, pour n'importe quoi. C'est-à-dire que ça galvanise un ego et c'est pour ça qu'effectivement, dans les vidéos, j'essayais parce qu'il y a une différence entre parler de psychanalyse, donc c'est ce que je faisais, mais j'essayais presque que la vidéo en elle-même soit psychanalytique. Je ne sais pas comment le dire. Effectivement, avec ces fins un peu abruptes, à la limite de la scansion,
avec un montage un peu complètement brouillon et qui passe un peu du coq à l'âne, un petit peu comme une association libre aussi parfois, tout en ayant quand même un propos qui se tient, parce que l'idée, ce n'était pas non plus que ce soit entièrement n'importe quoi. Mais c'est-à-dire que parce que j'ai regardé aussi un peu des vidéos de vulgarisation à côté, je voyais que les personnes, en fait, prenaient vraiment la charge de transmettre très au sérieux et voulaient absolument que leurs propos soient compris du début de la vidéo à la fin de la vidéo, et que limite, la personne peut se faire une petite fiche très bien notée, grand A, voilà, c'est ce point-là, grand B, etc. Et ça ne m'intéressait pas du tout de faire ça. L'idée, c'était plutôt d'être dans une expérience analytique sur YouTube, ou que ça ouvre un nouveau format en ligne qui s'inspire des codes de ce qu'on voit sur YouTube, tout en essayant de les subvertir, si tant est que, enfin, au début, j'avais l'impression que j'y arrivais, et petit à petit, et c'est là où aussi c'est, je pense, intéressant sur le fait au bout de plusieurs années, quand on reste et qu'on commence à avoir une audience de plus en plus importante, je me suis aussi laissée piéger dans ce truc de s'adresser, enfin de vouloir plaire aux gens qui m'écoutent. J'ai commencé aussi à me censurer. J'ai commencé à faire attention au fait que je devenais un personnage public et que je ne pouvais pas être dans la même liberté que la première année où j'ai commencé. J'aurais pu rester dans cette liberté. Personne ne m'a empêché de le faire, mais je me suis laissée, au fur et à mesure, aussi formater par une interface. Voilà. C'est pour ça aussi que j'arrête aujourd'hui, parce que je ressens que ça devient… J'ai l'impression que c'est l'interface qui me modèle plus que moi qui me sers de l'interface. Elle t'a dévoré. Elle m'a dévoré. Elle a réussi. Ouais. C'est le géant américain. On peut pas lutter, quoi. Quand vous parlez de la volonté de faire de la psychanalyse, enfin d'être presque dans un acte analytique, aujourd'hui que vous êtes installé en tant que installé comme psychanalyste, je ne suis pas, mais j'aime que vous le pensiez. Parce que j'avais cru comprendre ça au début, c'est pour ça. Ah bon, j'avais cru comprendre au début que… C'est ça ou pas? Oui, bah ça oui, va. D'accord. Oui. Je me demandais si aujourd'hui, le fait d'avoir finalement maintenant un support média qui est consultable éternellement, si je puis dire, en tous les cas par tous, ça peut être desservir votre acte d'aujourd'hui qui, lui, serait a priori est un acte, un vrai acte, c'est-à-dire qui n'est pas médiatisé. Oui. Est-ce que ça pourrait desservir le fait de moi aujourd'hui de m'installer en psychanalyse? Oui, est-ce que c'est une crainte qui vous… C'est plus une crainte. Ça l'a été pendant les 2 premières années où, de toute façon, j'avais pas le désir à ce moment-là de m'installer forcément en tant que psy. Et puis quand l'idée devenait moins fermée, que je me disais qu'un jour ça arriverait sans doute, non, je n'ai pas de crainte particulière par rapport à ça, parce que je ne sais pas comment dire, c'est un temps, c'est un geste aussi qui est en ligne et qui est vraiment, qui a été mis en scène, et il n'y a pas finalement il y a pas mal de contenu, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Et de toute façon, ce n'est pas si éternel que ça. Hein. Si vraiment ça pose un problème, je peux supprimer certaines oui, c'est ça. Mais je ne suis pas ces gens qui ont 3 millions d'abonnés où les vidéos ont été récupérées partout. Là, je sais que j'ai quand même la main sur le contenu. Et comment expliquer alors ces fans, entre guillemets, hein, comme vous, qui vous demandent une dédicace et qui pleurent? Il faudrait leur demander. Ça, c'est une vraie question. Mais non, mais est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est ce que vous dites? Est-ce que c'est la psychanalyse les thèmes psychanalytiques qui les amènent à pleurer devant vous? Est-ce qu'il y a un acte de transfert? Est-ce qu'il y a quelque chose? Vous voyez? Je pense qu'il y a un acte de transfert de fait, mais comme il y aurait un acte de transfert envers actuellement n'importe quelle personne qui parle en ligne et qui a un minimum d'audimat et de… C'est ça. Et de… Donc,
C'est pas tant le propos suscite que une le média. identification aussi, parce que ça Pardon. suscite une identification. Le rapport à la vidéo sur YouTube, c'est quand même, je sais que tout le monde ne regarde pas, donc juste pour replacer quand même un peu le contexte, alors bien sûr, on trouve de tout sur YouTube, on trouve aussi les chaînes télé, donc il y a de tout, mais vraiment la vidéo un peu artisanale des gens, ça reste des vidéos face caméra, très très frontales, où les gens sont dans leur chambre, dans leur salon, à raconter tout et n'importe quoi finalement, c'est-à-dire leur journée, une histoire qui leur est arrivée dans leur vie. Donc c'est un rapport très direct, presque comme si on était en visio finalement avec quelqu'un. Là, on a la personne qui est en face de nous et on a la sensation qu'elle s'adresse à nous. Et en général, on est seul à regarder ces vidéos dans laquelle il y a une personne seule qui parle. Et donc, ça suscite une identification qui est assez massive. Enfin, c'est vraiment qui est à la fois qui peut être à la fois très chouette et moins chouette pour d'autres, ça dépend. Mais ça reste un format particulier. Il n'y a pas de tiers réel. Enfin, c'est pas filmé, on s'auto-filme. Et comme dans une séance comme dans une séance finalement. Quasiment. Dans une séance, on est deux, il n'y a pas de tiers, on est deux. Mais on est deux ensemble. Ouais, là, on est tout seul et oui, tout seul. c'est vrai, on est deux en même temps, au même temps, ouais. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est quand même, c'est un format qui est particulier. Est-ce que ça a suscité des reproches de la part du milieu psychanalytique ou est-ce que vous avez eu… Ben oui, parce que la présence la présence du psychanalyste ou de la psychanalyse dans les médias, est-ce qu'elle provoquerait… qu'est-ce qu'elle provoque aussi dans la communauté psychanalytique? Alors justement, j'ai été extrêmement étonnée. C'était ça ma plus grande crainte quand j'ai commencé à faire cette chaîne, c'était d'avoir finalement des attaques de la part des psychanalystes. Et ça n'a pas du tout été le cas, et même ça a été l'inverse. Ça a été une sorte de mouvement assez massif aussi de validation de cette chaîne YouTube, où j'ai eu beaucoup d'appels de psy, beaucoup de propositions de participation à des colloques, de faire des vidéos pour certains colloques, finalement de participer à l'effort psychanalytique grâce à cette chaîne aussi. Et ça m'a étonnée et bon, parce que je ne vais pas non plus faire que me dévaloriser, c'est pas justement, je pense que quand même ce qui a permis que ça ne soit pas attaqué, c'est ce que je disais, c'est que ça n'a jamais été des vidéos réellement pour enseigner la psychanalyse, c'était vraiment une expérience active en ligne et drôlatique, un petit peu comme un moment psychanalytique sur YouTube et qui d'ailleurs, je me demandais quand est-ce qu'il allait s'arrêter, quand enfin j'allais pouvoir l'arrêter, parce que je ne me voyais pas non plus mener ça sans fin, sans limite, pendant, je ne sais pas, X années. C'était pas le but. Merci. Madame Laurent, vous arrêtez pourquoi? Par lassitude ou pour vous protéger comme analyste? Alors non, la décision d'arrêter est arrivée avant la décision de m'installer comme analyste. Donc oui. C'est plus par lassitude, et justement, oui, c'est un point que j'ai noté que je trouvais, qui en tout cas, pour moi, raconte quelque chose aussi de l'époque et de ces personnes qui proposent du contenu sur YouTube. C'est que j'ai remarqué depuis, alors ça a démarré aussi avec le confinement, je pense quand même beaucoup, et l'idée que déjà on a eu les corps ont été séparés, et donc cette vie en ligne a pris un essor quand même encore plus grand que les années d'avant, même si c'était déjà le cas. Il y avait beaucoup on vit quand même beaucoup sur Internet aujourd'hui, mais là, depuis un an, c'est multiplié par je ne sais pas combien. Et donc déjà, ça a commencé à moins m'intéresser. À partir du moment où on a été confinés et que je n'avais pas la possibilité d'aller rencontrer du monde en vrai, avec les corps, et d'être que dans cette distance virtuelle, ça a commencé à me lasser.
Et dans le même temps, j'ai commencé à remarquer que des personnes qui avaient commencé YouTube à peu près en même temps que moi, qui ne font pas de la psycho, hein, qui font d'autres choses, mais peu importe, ces femmes-là ont commencé à mettre en ligne des vidéos qui racontaient à quel point elles souffraient de la plateforme, du fait que c'était dur, que la communauté, ce qu'on appelle la communauté, c'est les abonnés, que les abonnés étaient durs avec elles, qu'elles recevaient beaucoup de messages les critiquant, etc. Et c'est effectivement quelque chose que j'ai aussi ressenti cette dernière année. Alors, c'est pas, je pense pas dû à l'année en tant que telle, là, c'est plus aussi peut-être qu'il y a au bout d'un moment, au bout de 5-6 ans, ça commence à s'essouffler. Et en voyant ces vidéos un peu se multiplier et voir ces femmes qui ne produisaient plus réellement de contenu, mais le contenu devenait une forme de plainte un peu éternelle, je me suis dit, et que je pouvais ressentir, hein, c'est-à-dire je me dis, oui, bah, je comprends ce qu'elles veulent dire, mais moi, c'était hors de question que j'en vienne à poster des vidéos pour raconter à quel point être sur YouTube, c'est compliqué, d'être un personnage public, d'avoir tout ce truc-là qui devenait vraiment, alors là, pour moi, une explosion de trop d'ego et où, sans forcément juger cet ego, mais de me dire, là, il y a une impasse qui est en train de… Je sens que ça va être l'impasse. Comment on sort de ce mouvement-là qui est vraiment, je vais le dire avec des mots crus, quoi. Là, c'est la branlette ultime, quoi, je suis là, je ne sais plus quoi faire de ma vie et je vous le dis et je vous le répète. Bon, non, c'est pas très intéressant, quoi. D'accord. Voilà, les raisons de mon arrêt. Pas très envie de me masturber en public. C'est un arrêt, mais c'est aussi un passage à l'écriture. Oui, alors l'écriture a coïncidé, mais c'est vrai que ça a été aussi un début où je postais déjà moins de vidéos quand j'ai commencé à écrire. Et là, c'est vrai que l'écriture, en revanche, j'ai envie de la continuer et d'ailleurs de me mettre à la fiction, de faire vivre un peu la psychanalyse, mais à travers des fictions, quoi, être moins justement dans cette démonstration de savoir aussi. Parce que ça aussi, c'est un truc on m'a pas mal sollicité là-dessus et j'avais bien sûr la possibilité de dire non, mais j'avais quand même envie de me confronter à… Mais c'est vrai que j'ai aussi un peu envie de m'extraire de cette position d'avoir des médias qui appellent pour savoir pourquoi les gens sont mal pendant le confinement. Vous, en tant que psy, racontez-nous pourquoi. Les maisons d'édition qui disent « Oh, ce serait bien de faire un essai sur telle pathologie. » Ça ne m'intéresse pas de participer aussi à cette demande éternelle d'expertise, comme si on avait la réponse à tout ça, alors que, d'ailleurs, j'ai souvent répondu ça à des journalistes, leur dire « Écoutez, je ne vais rien vous répondre parce que je vais enfoncer des portes ouvertes et ça n'aide pas. » Enfin, c'est pas très intéressant de dire que oui, les gens mangent peut-être plus pendant le confinement parce que ils s'ennuient, ils sont face à leur angoisse et que ils bouffent, ils boivent. Vous avez eu des propositions, malhonnêtes, bien sûr. C'est ça. Ouais. En même temps, vous vous arrêtez avec combien de followers habituels? Pardon? Vous vous arrêtez à combien de followers habituels? Là, ils sont 60 000 sur YouTube. Ah oui. Ouais. C'est une petite ville quand même, hein, c'est important. En France, ouais, hein, ça devient une ville de taille moyenne. Hein. C'est ça. Mais tu vois, avec ça questionne la présence du psychanalyste dans les médias, parce qu'on a souvent, ou du psy, si on prend la contraction, parce qu'il y a le psychiatre, le psychanalyste, le psychologue, etc. Mais on a souvent l'impression que finalement, ils sont réduits à cette place de nous expliquer un peu la vie. Moi, j'ai souvent cette impression-là que le psy, il va nous expliquer un peu la vie ou la source de tel mal. Non, mais quand on entend, je sais pas, à la radio, même à la télé. Oui, mais je dirais que c'est une place qui… alors, il y a expliquer la vie, mais ça, j'ai l'impression que les sociologues, les philosophes aussi le font. Par contre, la place du psy dans les médias, je trouve qu'elle est là pour rassurer.
souvent. Il y a une demande vraiment de rassurez-nous. Si je reste au lit 3 jours à pleurer, est-ce que c'est juste une petite déprime ou est-ce que c'est une dépression? Est-ce que, enfin, il y a toujours ce, et souvent, moi, on vient me solliciter sur ça, c'est-à-dire, est-ce que je suis normale, quoi? Est-ce que c'est normal d'aimer comme ceci, d'aimer comme cela? Et en fait, comme si, enfin, il n'y avait pas de, il y a toujours une crainte de laisser la place, enfin, à la jouissance, quoi. Enfin, c'est-à-dire à l'explication qu'en fait, il y a une jouissance aussi dans l'être humain et que tout n'est pas catalysable en permanence et qu'on ne peut pas, comme ça, tout borner, tout border. Mais même là, je regardais dans les médias là, récemment avec cette personne qui a tué son patron et son collègue. Tout de suite, c'était est-ce qu'il est fou? Est-ce que c'est un paranoïaque? Comment est-ce qu'on va réussir à le… Et on demandait au psy, dites-nous si… Enfin, limite, il y a à la fois rassurer et à la fois faire le devin. Est-ce que… est-ce qu'il risque de tuer d'autres gens? Et le truc, c'est que je vois même pas l'intérêt en fait de répondre à ces questions-là. Elles sont, c'est comme un ajout au bruit. Mais je trouve qu'on vit dans une époque qui est très bruyante et qui est un peu une ère du commentaire absolument permanent où on vit vraiment dans un… Chaque chose est un… Chaque chose n'est même plus un signe, c'est un signal, c'est un réflexe. Il faut parler, il faut réagir. C'est… Voilà. Et le psy, je ne sais pas s'il a intérêt à participer à ça. Je sais pas. Quand même, on les entend beaucoup sur la place publique à donner des avis. C'est le principe des courriers des lecteurs, c'est le principe de Ménie-Grégoire il y a un siècle ou presque. En fait, ça a toujours existé, c'est les médias qui changent en fait. Oui. Avec peut-être plus de réactivité, plus d'ouverture. Je pense quand même qu'il y a plus de réactivité et que c'est moins circonscrit à un temps. Parce que le courrier des lecteurs, c'est le moment du courrier des lecteurs. Mais après, on passe à autre chose. Tous les jours. Là, il y a quelque chose qui est bien très poreux, mais qui concerne pas, qui concerne à peu près tous les domaines. Tout est extrêmement, l'arrivée du smartphone quand même a rendu les choses éternelles. Enfin, en tout cas dans une illusion d'éternité, mais et d'instantanéité et d'absence de frontières. Je pensais aussi à la question assez très actuelle aussi, si on veut parler de l'actualité des symptômes, le harcèlement a toujours existé, mais aujourd'hui, le harcèlement se poursuit. C'est pas que on n'est plus harcelé que sur son lieu de travail ou sur son lieu d'école, etc. Maintenant, on est harcelé. Si on est harcelé, même pendant les grandes vacances, on peut être harcelé, puisque tout circule en ligne d'une manière… Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de… Voilà. Oui, mais c'est vrai que je ressens, moi, une forme c'est liquide, ouais. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà. Il y a aussi ça qui a commencé un petit peu, je trouve qu'il a commencé aussi à s'accélérer avec cette période qu'on a vécue quand même de distanciation physique et qu'on vit encore, oui. Oui, alors oui, bon, chacun… Avez-vous subi de grandes agressions, oui, symboliques, mais j'espère, de grandes violences, de grandes attaques, et à travers vous, la psychanalyse, par exemple, parce que ça vous avez été le support à des agressions de ce type? En ligne, vous voulez dire? Oui, oui. Pas tellement. En fait, j'ai toujours été assez étonnée de me rendre compte que… alors, non, il n'y a pas eu de vague, il n'y a eu aucune vague de harcèlement. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui commençait un petit peu sur certaines vidéos à exaspérer certaines personnes, ça restait très, très limité. Mais je pense encore une fois que le contenu que je proposais ne permettait pas réellement un véritable harcèlement. Parce qu'en fait, comme je connais quand même assez bien Internet depuis… j'ai quel âge? 38 ans. Ouais. C'est un milieu, le milieu d'Internet, c'est un milieu que j'ai beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup navigué dès ses débuts. Et
je crois que j'ai quand même assez vite compris quels étaient ce qui déclenchait les meutes et les hordes. Et je sais qu'il y a des choses, c'est aussi pour ça que je parle d'autocensure, mais c'est aussi de la protection, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses qui demandent soit d'en avoir rien à faire et du courage et de se dire bah, tant pis, il va se passer une vague de harcèlement derrière, ou alors, si on veut pouvoir aborder certaines choses, bah, va falloir vraiment les préparer, les digérer, savoir comment tenir le discours, quel va être l'angle qui va empêcher que réellement il y ait un harcèlement derrière. Ne laisser aucune prise à l'autre pour attraper quelque chose qui risquerait de dégénérer. Parce que c'est vrai que quand ça dégénère vraiment. Donc, c'est assez inquiétant. Et non, pour le coup, j'ai réussi à ce truc de… Il n'y a pas eu de vague de harcèlement. Et d'ailleurs, on en parlait avant de lancer le Zoom. Il y a même des anti-psychanalyses qui m'ont dit, en fait, je déteste la psychanalyse, mais quand on parle toi, ça va. Ça me fait penser au racisme. Mais j'ai eu aussi, mais alors là, je me suis un peu inquiétée aussi. J'ai eu des gens qui me disaient je suis extrêmement raciste et misogyne, mais je sais pas, tu as une façon de dire, peut-être je vais réfléchir quand même à ce que tu dis. Enfin bon, et je me dis, bon, ça, je sais pas comment je dois le prendre, mais c'est vrai que c'était un peu inquiétant. Il y a un moment, il y avait tout un forum, ce qu'on appelle le forum des 18-25 ans, jeuxvideo.com, qui est vraiment un forum en ligne où des gens s'organisent pour aller harceler des créateurs de contenu. Et je me disais, tiens, j'ai jamais eu trop affaire à eux, si de temps en temps, un message par-ci par-là, mais pas vraiment de meute. Et un jour, j'ai tapé mon nom dans ce fameux forum et je suis tombée sur 2-3 discussions qui disaient, vous avez vu elle, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et ils sont là, non, mais en vrai, c'est pas si mal ce qu'elle raconte. Donc, bon, je me suis dit, bah, voilà, c'est… Mais c'est vrai que… Et en fait, c'est une vraie question parce qu'effectivement, on pourrait se dire, mais de toute façon, tout le monde devrait pouvoir tout dire, tout parler. Enfin, ça, c'est vraiment dans le côté illimité. Non, mais je ne dis pas qu'ils aiment, mais cette espèce de truc un peu, moi, je pense par contre que personne ne mérite de vagues de harcèlement. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines où on se dit, bah oui, là, c'est malheureux, mais la personne, elle n'a pas suffisamment… il y a un truc ouais, il y a un truc qui lui a échappé là où c'est… Justement, il y a une méconnaissance. Oui, pardon. vous répondiez à quelques harcèlements ou petites agressions. Vous répondiez à chaque fois ou vous aviez l'attitude de ne jamais répondre? Non, j'ai au cas par cas. Au cas par cas. Donc, Ouais. des fois, vous avez répondu. Oui. Parfois, j'ai répondu et ça se terminait très bien, voire en grosse rigolade. C'est-à-dire, parce que je répondais en général, quand je réponds, c'est des choses drôles parce que je sens qu'il y a quelque chose à dire de drôle, même si le commentaire initial n'est pas drôle du tout. Et à ce moment-là, soit la personne réagissait avec humour et comprenait un peu et redescendait et ça se passait bien, soit là, elle m'insultait carrément et là, je ne répondais pas et j'effaçais le commentaire. Et dans les cas où je ne répondais pas, soit je laissais le commentaire sans réponse, soit je l'effaçais si c'était un commentaire hors la loi, quoi. Qui appelle au massacre de gens de toute origine et sexualité. Et voilà. Mais ça, c'était plus aussi parce que je ne voulais pas que ça reste. Je n'ai pas forcément envie de garder ce genre de commentaires qui, en général, n'a rien à voir avec la vidéo en plus. Donc, vous aviez la main sur la chose, en quelque sorte. Sur YouTube, oui. Et le problème, c'est qu'effectivement, il y a un endroit qui est très embêtant, c'est Twitter. Sur Twitter, on n'a pas du tout la main sur… on peut bloquer les gens, si, mais on ne peut pas supprimer des messages malveillants. Il faut bloquer, mais les messages apparaissent quand même toujours pour les autres. Donc, et on peut toujours retweeter quelqu'un et l'insulter. Et c'est vraiment Twitter, c'est un fonctionnement qui est très particulier et qui est, je trouve, le réseau social le plus inquiétant actuellement. C'est celui-là. Les autres, les créateurs de contenu ont la main quand même dessus. Sur Twitter, pas du tout. C'est vraiment la foire d'empoigne, c'est le café du commerce, mais version mondiale, avec des bagarres incessantes virtuelles, mais qui n'en sont pas moins d'une violence assez extrême. Ouais.
Alors, il y a plein de questions là. Ah. On est 35, 37, 38. Il y a plein de questions. N'hésitez pas. Je me tais pour ne pas monopoliser, justement. Oui, moi je voudrais savoir comment on fait pour vous écouter. Je suis en visage masqué parce que je suis dans les transports, mais je vais me découvrir. Voilà, je vais me découvrir. Bonjour, je Bonjour. m'appelle Mina Benamias et je découvre tout ce que vous avez fait. Et comment on fait pour... est-ce qu'on peut voir votre travail Oui, sur YouTube? sur Oui. YouTube, Mardi Noir. Mardi Noir, merci beaucoup. Voilà, tout J'irai, simplement. ça m'intéresse. Merci beaucoup. Et tous les jours de la semaine, pas que le mardi. Hein. C'est ça. Ah oui, ben oui. Non, poster une vidéo tel jour. Non, non. C'est génial comme titre. Mardi Noir. Est-ce que vous avez réussi à dégoûter les gens du maquillage, par exemple? Pas du tout. Non. Moi, je peux dire que ça a été efficace. Hein. J'ai appris 2-3 techniques. Pas du tout. Et en fait, j'étais même ravie sous certaines vidéos où, évidemment, donc, la section commentaires était une section où, alors là, il y a beaucoup de... soit les gens s'épanchent beaucoup sur leur vie, et c'est ce que je peux tout à fait comprendre, ça suscite beaucoup de réactions, ou alors des questions très techniques d'étudiants où j'ai pas compris ce passage sur la névrose, la castration, le symptôme. Et de temps en temps, parmi tous ces commentaires très psy, se glissait un commentaire qui me demandait la référence de mon anti-cerne. Et en général, je répondais merci, enfin une vraie question. Ça me faisait très plaisir quand on me disait mais c'est quoi la palette que tu as utilisée? Alors là, j'étais c'est bon, au summum. J'adore me maquiller. Et tous les analystes qui sont intervenus ou interviennent dans les médias ne vous ont jamais contacté? Bon, je pense à Françoise Dolto, mais elle n'est plus de ce monde. Mais on peut penser à... Elle m'appelle souvent. Elle me... je pense à Gérard Miller, je pense à Jean-Pierre Winter et bien d'autres, bien d'autres. Personne ne vous a dit, chers collègues, non? Non, à part, je vous dis, à part des écoles de psychanalyse qui m'ont... Voilà, où j'avais fait tout un... J'avais fait des interludes vidéo pour un colloque organisé par le CF que j'avais ponctué de vidéos où j'avais pris la décision de me moquer de leurs titres de table, parce que c'était des titres donc, très lacaniens, avec beaucoup de jeux de mots, et je présentais les tables, et je me moquais un peu de leur façon de les présenter. Et les psys adorent l'autodérision, et donc ça les faisait énormément rire. Ils l'ont pas mal pris, ils ne l'ont pas mal pris du tout. Non. Ouais. Est-ce que ce que vous transmettez, en fait, c'est un peu la théorie psychanalytique sur un mode festif, mais est-ce que vous pensez que les gens qui vous écoutent ont une idée quelconque de ce que c'est qu'une cure psychanalytique? Alors, c'est une très bonne question. Il y avait dans le public, il y avait vraiment de tout. C'est-à-dire j'avais à la fois des personnes, mais c'est ça qui était intéressant d'ailleurs quand même dans la section commentaires, c'est que je sentais qu'il y avait vraiment tout type de niveau, on va dire, par rapport à l'appréhension de la psychanalyse. C'est-à-dire que j'avais des psychanalystes très aguerris qui suivaient les vidéos, des psychologues cliniciens, des neuropsychologues, des psychologues TCC, des étudiants, mais aussi le tout venant qui va quand même en cure psychanalytique, mais qui fait autre chose dans la vie, celui ou celle qui va qui a fait une thérapie ponctuelle, beaucoup de psychotiques, beaucoup aussi, qui s'expriment beaucoup. Voilà. Pardon. Non, mais c'était très, très intéressant. J'en ai rencontré d'ailleurs quelques-uns. Donc voilà. Et ensuite, vraiment, le tout venant qui tombe un peu par hasard sur la vidéo, enfin plus ou moins par hasard par rapport aux suggestions YouTube, ou qui voit, comme je faisais des titres un petit peu accrocheurs qui disaient pas forcément trop, enfin ça dépend, mais
certaines vidéos, on ne sait pas tout de suite si ça va parler de psychanalyse. Je pense notamment à une vidéo dans les premières où je parle de l'application de rencontre adopteunmec.com. Bon, on peut s'imaginer que des jeunes femmes qui ont envie d'avoir un témoignage d'une autre femme qui s'est rendue sur un site de rencontre, elles peuvent tomber sur la vidéo. Et donc, il y en a pas mal qui sont aussi, qui sont rentrés par ce biais-là, en fait, qui cherchaient une réponse sur un truc en particulier et qui ensuite ont découvert la psychanalyse. Et donc, ce qui a été aussi intéressant, c'est qu'à un moment donné, on m'a, enfin, même toujours, tout le long de la chaîne YouTube, enfin, tout le long de ces années, on m'a pas mal écrit pour me demander si je connaissais des psys en qui j'avais confiance, comment trouver un psy. Et donc, j'ai orienté pas mal de personnes vers des psys et qui, pour certains, je sais qu'ils y vont toujours, ça fait plusieurs années. Donc, ça a quand même aussi permis de… Il y a des gens qui ont entamé des cures grâce à moi. C'est un peu… ça a fait transfert aussi quelque part, c'est-à-dire que ma place a permis une entrée dans la psychanalyse pour certains. Bravo. Alors, avez-vous eu comme auditeur des médecins, des psychiatres, des internes Oui. Oui. Des infirmiers, des infirmières, des éducateurs. D'accord, éducateurs. Ouais. Oui. Mais ils étaient là parce qu'ils voulaient un petit peu apprendre. Ouais. Ouais, d'accord. Ah oui, il y a quand même une grosse part, je pense, quand même de l'audience qui est de manière, de plus ou moins loin, un rapport avec le travail social ou l'éducation et que ces questions humaines intéressent. Et je pense aussi quand même pas mal de personnes qui font peut-être des boulots qui n'ont rien à voir, mais qui sont quand même en cure. Et j'ai eu quand même pas mal de commentaires qui me disaient ça éclaire quand même quelque chose de ma cure analytique. Je comprends mieux pourquoi parfois mon psy, je sais pas, ça fait résonance, quoi. Voilà. Un petit peu finalement comme quand on est en cure analytique et qu'à un moment on chope un livre et que ça fait un écho. Bon, là, c'est une autre forme d'écho moderne, contemporain sur la toile, quoi. Personne vous disait je vais quitter mon psy parce que ce que vous dites, c'est beaucoup plus clair. C'est arrivé aussi. Il y a certaines cures qui ont dû s'arrêter également. Les gens, ils font leur choix, hein, c'est pas moi. D'accord. C'est pas que moi. C'est bonne guerre, oui, très bien. Là où ça fonctionne un peu, du coup, ton travail, c'est que tu ne cherches pas à parler de psychanalyse, enfin, tu n'es pas dans l'enseignement, tu n'es pas dans un discours, je vais t'apprendre. Alors, la castration, c'est ça, blablabla, Lacan a dit, Freud a dit, et puis je ne sais pas qui d'ailleurs. C'est que, en fait, moi, quand j'ai découvert ton travail, c'est tous ces mots qui sont dans notre jargon du quotidien. Dire la castration, je travaille dans le ferroviaire, j'en entends parler, et je me dis, tiens, c'est drôle. Et c'est tous ces mots du quotidien, parce qu'ils les utilisent ou pervers ou machin, que tu proposes en fait cette définition qui est psychanalytique, etc. Et puis, je pense que c'est pour ça aussi que les audiences, elles accrochent. C'est qu'on n'est pas dans un enseignement classique, théorique, machin a dit telle chose, c'est comme si et pas autrement. Enfin, finalement, c'est un peu cette psychanalyse vivante qui n'est pas empoussiérée sur des étagères, dans les bibliothèques. Ça offre cette… Enfin, moi, tout à l'heure, je t'écoutais parler, ça m'a fait penser, je me suis dit, tiens, peut-être que finalement, avec les vidéos et ton travail, la psychanalyse est rentrée un peu dans le 21e siècle, quoi. Dans ce côté un peu décalé. Non, mais décalé comme c'était décalé au 19e. Oui, en tout cas, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, c'était j'avais vraiment ce désir-là quand même quand la psychanalyse s'est un peu imposée, presque malgré le fait que j'aille sur YouTube et que je me dise, ok, je vais parler de psychanalyse. Du coup, il y avait vraiment cette idée de la rendre comme moi je la sentais et comme ce que j'avais ressenti en apprenant les concepts et même en la vivant sur le divan. C'est-à-dire,
en fait, oui, ce truc vivant même de piger à un moment un concept et que ce ne soit pas juste le piger de manière théorique, mais que le vivre même dans le corps, quoi. Ouais, d'avoir un truc corporel presque ah, mais Eureka, il y a quelque chose qui se débloque. Et puis après, tant pis si 2 semaines après, finalement, j'y comprends plus rien au concept. En fait, je croyais que j'avais compris, puis en fait, j'avais rien compris. Mais c'est pas grave, c'est des mouvements. Et moi, ce qui était aussi assez amusant, c'est que j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires de gens qui disaient « Je ne comprends rien à ce que tu racontes, mais je n'arrive pas, je continue d'écouter quand même. » Et ça me faisait plaisir parce que ça me rappelait, moi, quand je lisais Lacan au début, et même encore aujourd'hui, ça dépend de quel séminaire on parle, où je lis et je ne bite à rien de la moitié de ce que je lis, quoi. Mais quand il y a quelque chose dans une page, qui a une phrase ou deux, où là, j'ai la sensation de comprendre vraiment quelque chose, et c'est tellement plaisant et en fait, j'avais envie de faire ressentir ça aussi à d'autres. C'était pas tant je vais vous apprendre quelque chose, c'était plus sur le plaisir sur le plaisir de capter à un moment quelque chose. Voilà. Quelque chose qui en plus est en lien avec la vie psychique et avec aussi de pouvoir un peu se décaler de nos quotidiens, de nos répétitions, d'avoir un petit peu ces moments de respiration et de soulagement et surtout avec beaucoup d'humour. Parce que ça, après, c'est ma défense personnelle, mais de pouvoir rire un peu aussi d'un peu même du malheur, quoi, par moment, quoi. Pouvoir en faire un peu une blague, un trait d'humour. Ça a l'énorme avantage d'avoir dédramatisé la psychanalyse pour une génération qui n'y avait peut-être pas accès, justement en pensant que c'était extrêmement compliqué. C'est vrai avec les vidéos, c'est vrai aussi avec le livre Comme Psy, Comme Ça, qui était génial et dynamique et qui a vraiment permis, je pense, en tout cas moi j'ai vu ça avec ou des jeunes patients ou dans ma famille, des jeunes aussi, qui se sont intéressés à quelque chose qu'ils imaginaient effectivement livré à des étagères poussiéreuses d'un autre temps, d'un autre monde. Et finalement, ça a ramené, je pense, un certain nombre de jeunes, voire même de très jeunes, un petit peu à apprivoiser la psychanalyse, alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas fait, au privilège d'autres techniques dont on ne parlera pas aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, de ramener de la vie, en fait, dans tout ça, parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est mort, alors que pour moi, c'est extrêmement vivant comme discipline. Et moi, quand j'entends que la psychanalyse est très maltraitée et qu'il y a des moments comme ça, il y a certains temps dans l'année où, je ne sais pas, pendant un mois, on va parler que de ça et du fait que vraiment, il faut qu'elle disparaisse et que c'est l'enfer. Et moi, je me rassure toujours en me disant que, de toute façon, il y aura toujours, j'imagine qu'il y aura toujours un inconscient et qu'à un moment donné, les patients, ils vont bien devoir aller parler à quelqu'un, quoi, et que on aura beau mettre en place tous les protocoles qu'on veut de guérison ou je ne sais pas quoi. Si ça fonctionne pour certains, j'ai presque envie de dire, écoutez, voilà, c'est l'affaire de tout un chacun, mais enfin, j'imagine qu'il y en aura toujours qui auront besoin d'aller parler et que ça n'arrêtera pas. Et qu'il y a quelque chose de vivant, en fait, dans ce mouvement-là, d'aller causer un peu de son désir et de ne pas vouloir tout de suite le baliser par des techniques comportementales. Est-ce que tu ne dirais pas que l'inconscient se trouve déversé aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Et je ne sais pas comment l'inconscient peut être déversé à partir du moment où il est inconscient. Il est, Donc, je sais pas il est déversé de manière inconsciente alors. Ouais. Il y a une démarche. Dans ces cas-là, c'est pas une démarche. Il n'y a rien d'actif, pour reprendre une des vidéos d'Emmanuel entre actif et passif, mais c'est. Mais il y a pour pardon, les vidéos qui peuvent me desservir. Vous avez commencé en parlant de votre masochisme, alors je me permets de faire une petite référence, mais oui, je pense que pour revenir à votre format aussi, le choix des mots que vous avez, enfin le langage que vous utilisez est aussi quelque chose, enfin, qu'on participe aussi en plus de l'humour. Évidemment, c'est très drôle.
moi j'aime beaucoup rire et j'ai beaucoup de plaisir à rire, et aussi dans le milieu, dans mes échanges avec mes confrères et consoeurs psychanalystes, mais dans la vie de tous les jours. Et là, il y a l'humour, mais il y a aussi les mots que vous choisissez. Pour parler de ma propre expérience, quand je vous ai écouté, donc ma fille qui n'a que 11 ans était présente. Ça, elle a ri, mais c'est bon. Alors évidemment, dès qu'on débite cumul, ça fait rire des enfants. Mais il y a aussi du beurk et du beurk et du beurk. Mais ceci dit, ça accroche. Là, on va parler de la psychanalyse, donc cette espèce de discipline poussiéreuse de bibliothèque. Mais on va en parler. Là, tout d'un coup, effectivement, il y a une espèce d'incarnation qui est très actuelle, quoi, qui est vraiment. Je dis pas qu'il faut dire bite, c'est forcément d'actualité, mais en tous les cas, c'est grossier, mais c'est très agréable, quoi. C'est une grossièreté que j'ai vraiment. En fait, c'est sincère, voilà. C'est cette façon de parler et d'amener ça dans cet humour-là, c'était sincère, parce que quand je lisais, moi, les textes de Freud et Lacan, je riais toute seule. Donc, alors qu'en soi, c'était pas forcément drôle en tant que tel, mais la compréhension de quelque chose m'évoquait quelque chose à moi ou sur d'autres, et je pouvais rire et jubiler en fait d'une phrase de Lacan ou de Freud où j'étais là, ah, mais c'est génial, et ça me faisait la journée. Et en fait, je pense que donc c'est ça qui a fait que je l'ai abordé avec ce ton humoristique, parce que c'était presque les restes de ce que j'avais ressenti en approchant cette discipline. Et c'était écrit. Et qui fait partie de ma personnalité. Je ris depuis. Oui, on sent bien la sincérité du style aussi, quoi. Oui. Mais c'était écrit ou c'est quelque chose. Enfin, c'est une question que je me suis posée. Enfin, en fait, non, c'est pas moi qui me suis posée, c'est d'autres personnes qui vous ont écouté. Et moi, je me suis dit que c'était pas. Enfin, qu'il y avait peut-être une trame, mais qu'il y avait beaucoup de jeux, quoi. Ouais. C'est pas écrit. Non. En fait, c'est écrit après. Oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Au montage, par contre, c'était toujours très, très long et c'était assez intense, l'écriture après. Mais non, mais ça se sent, je trouve. Enfin, j'avais très peur que vous me disiez oui. D'autant plus qu'au début de votre séminaire, vous avez évoqué, il me semble, une aspiration à la comédie, enfin au théâtre ou à la scène. Oui. Donc je me suis dit, ah non, faut pas que ce soit écrit, faut pas que ce soit écrit. Il existe beaucoup d'impro dans la scène théâtre et même cinéma. Aussi, oui. L'impro est beaucoup utilisé en théâtre et en cinéma. Ben là, en l'occurrence, c'était vraiment hyper bien joué dans ce cas-là. Et d'ailleurs, je ne suis bonne que en impro. Je ne sais pas jouer un texte déjà écrit, je suis nulle. Vous sentez une institution à vous toute seule ou vous allez vous sentir obligé de rejoindre une institution psychanalytique un jour? Ça fait 2 fois dans la même journée. Hein. Je te laisse répondre, mais je ne sais pas encore. Je rejoindrai forcément des endroits, c'est sûr. Vous pensez que c'est une obligation de parcours? Non. Non. Non, mais comme j'en sais rien. En tout cas, je le ferai quand j'en aurai envie et que je sentirai que c'est important ou que ça va m'apporter quelque chose. Mais non, je ne le prends pas comme une obligation de parcours. Mais on peut aussi toutes les traverser constamment. Oui, aussi. Ça ne veut pas dire les ignorer. Oui, ça ne veut pas dire les ignorer, mais les traverser, d'accord. Oui, j'ai compris. Comme Jacques Roussel. Alors, vous êtes 38, il va y avoir des questions, n'hésitez pas, on est entre nous, si je puis dire. On peut que poser une question stupide. Elle n'est jamais stupide quand on y regarde à 2 fois. Il faut se lancer.
J'ai entendu un tung-tung. Oui, Je sais, mais je sais pas comment Laurent Savignon, allez-y. Oui, non, je ne sais pas comment faire pour prendre la parole. Voilà. Ben voilà, c'est fait, c'est fait. J'ai réussi, bon, ok, d'accord. Non, mais disons que la réponse a été déjà donnée à ma question. C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que vous, plus par exemple une série comme En thérapie, va susciter à nouveau un mouvement d'intérêt pour la psychanalyse? Voilà, bon, disons que ça a été partiellement répondu, mais vous êtes jeune encore, donc par rapport à une sorte de période de creux, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un regain? Mais disons que vous l'avez déjà exprimé. Ouais, je pense pas. Enfin, je sais pas. Bon. Bah alors, moi qui étais optimiste, du coup, mince. Bah, honnêtement, ouais, non, moi je suis quand même plutôt pessimiste. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des regains ponctuels grâce à des choses comme En thérapie ou moi au début, quand j'ai lancé la chaîne, il y a eu un petit engouement aussi, même dans les médias, les journaux, etc. Mais honnêtement, je pense que c'est je ne sais pas si on revivra, enfin quelque chose d'ailleurs que je n'ai pas vécu, mais l'engouement pour la psychanalyse en France, comme c'était dans les années 70, je ne suis pas certaine que pour le moment ce soit d'actualité. En revanche, je pense qu'il y a toujours ce genre de moments. Enfin, je pense qu'il y aura toujours des psychanalystes maintenant. Enfin, c'est maintenant qu'on a découvert quand même la talking cure, c'est compliqué de la lâcher, quoi. Oui, oui, je partage pleinement. Il y aura toujours des psychanalystes, oui. Non, mais je dis ça aussi parce que je côtoie pas mal de jeunes dans des milieux écolos, disons, dans moi-même. Et en fait, ils sont quand même très attirés par tout ce qui est thérapie alternative, etc. Même dans les, comment dire, ils sont très branchés sur la communication non violente, des choses comme ça, qui sont quand même du comportementalisme. Voilà, donc tous ces jeunes-là, quand on leur parle psychanalyse, ça leur parle pas du tout. Ouais, c'est vrai. Donc, quand même, l'écologie, c'est quand même quelque chose qui est très porteur chez les jeunes. Et ces jeunes-là, ils sont très, très éloignés de la psychanalyse. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous et je le vis aussi parce que je traîne pas mal dans des milieux aussi militants parfois. Mais encore une fois, je pense qu'en groupe et quand on est dans des réunions, la psychanalyse va être un peu mise de côté. Il va y avoir ce truc de « Ah ouais, non, mais moi, la psychanalyse, c'est pas mon truc ». En revanche, le jour où, quand même, il y a le pépin vraiment dans la vie qui fait qu'il faut, à un moment, pour soi, pour survivre, aller parler à quelqu'un, bon, bah, c'est fait, même parfois, c'est fait en catimini. Enfin, je vais voir quelqu'un, puis il y a quelque chose qui s'ouvre et on parle. Et donc, oui, c'est là où on rejoint un peu sur même le thème d'aujourd'hui. Est-ce que la psychanalyse est-ce qu'elle doit comme ça draguer les foules et les emmener quelque part? Non, ça c'est plutôt l'affaire des sciences dures ou du comportementalisme. Après, en attendant, le jour où il y a le pépin et il faut pouvoir s'adresser à quelqu'un et quelqu'un qui va avoir cette écoute un peu décalée, bah, c'est quand même souvent le psychanalyste qui va pouvoir l'offrir. Donc, c'est pas du mardi noir, c'est du marché noir de la vie psychique. Oui. Ceci dit, je pense que la psychanalyse aura aussi quelque chose à dire au niveau de ce qui se passe au niveau écologique. Moi, c'est ce que je m'emploie à faire, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'éco-psychologie, qui est aussi, je veux dire, bon, qui est quelque chose d'assez biaisé. Je veux dire, il y a quand même quelques psychanalystes qui commencent aussi à écrire sur le sujet. Je pense que c'est pas, comment dire, il n'y a pas d'un côté les problèmes individuels et de l'autre côté, à l'heure actuelle, ce gros problème de changement climatique, etc. Je pense que la psychanalyse aurait aussi quelque chose à dire là-dessus. Moi, j'ai essayé par petites touches. Depuis 2006, j'essaie d'écrire sur le sujet, mais de façon très ponctuelle. Donc voilà, je pense qu'on commence aussi à réfléchir à ces problèmes-là, qui sont aussi liés au facteur humain. Disons. Voilà. En tout cas, c'est une question. C'est sûr que c'est un thème d'actualité, ça c'est certain. Je pense que la psychanalyse a des choses à dire là-dessus. Bah, la psychanalyse en tant que telle, je ne sais pas si elle a des choses à dire, mais des psychanalystes ont sans doute des choses à dire dessus. Mais je ne sais pas. Honnêtement… Moi, je pense.
Ne serait-ce que la consommation, la pulsion orale, des choses comme ça. La pulsion de mort aussi. La pulsion de mort, l'oralité triomphante à l'heure actuelle, hein, la consommation débridée, le sans limite, enfin bon, tout ça c'est quand même des thèmes qui font un lien, qui peuvent faire un pont entre ce qui se passe actuellement et les soubassements inconscients, sans parler d'inconscient collectif, mais quand même. Voilà. Moi, j'aime beaucoup votre définition de la psychanalyse. C'est aller parler à quelqu'un quand il y a urgence. Oui. Quelqu'un qui va nous écouter d'une écoute décalée. Je trouve que c'est vraiment puissant et ça justifie finalement la méthode que vous avez, un peu comme on cultive les champignons, on ensemence 60 000 personnes et il y en a quelques-uns pour qui ça va pousser et ça va donner des résultats. Oui. Mais ce n'est pas de moi, hein, c'est de Freud. Hein. Mais oui. Enfin, il ne l'a pas dit exactement comme ça, c'est sûr que… mais oui, moi, c'est quelque chose à laquelle je suis assez attachée, ce sentiment d'urgence. Enfin, pour moi, il se passe vraiment quelque chose quand… on ne va pas voir un psychanalyste quand tout va bien. Enfin, ça peut arriver, mais enfin, c'est quand même… Ça tombe bien pour Lacan qui disait que la psychanalyse s'occupe de ce qui ne marche pas. Voilà. Oui. Oui. Le jour où vous avez quelqu'un dans votre cabinet qui rentre et qui vous dit que tout va bien, vous appelez tout de suite les urgences. C'est le pire de tous ceux que vous avez eu avant, à mon avis. C'est impossible. C'est la crise maniaque à donf et c'est l'acting avant le passage à l'activitaire. C'est vrai. Ça peut être ça, oui. Bah oui, tout va bien, c'est impossible. La question, c'est comment les gens font pour trouver un psychanalyste. Parce que comment les gens font pour trouver un psychanalyste qui se tienne de la psychanalyse. Parce que dans tous les multi-propositions, c'est pour ça peut-être qu'il y avait un espoir ou eu un espoir à un moment donné de la présence des psychanalystes dans les médias, mais on voit bien que ça a pris soit un tour d'interprétation politique et qui du coup ne parle plus à une souffrance ressentie. Et ces chemins-là deviennent compliqués au milieu des 600, 700, je ne sais plus à combien on est, de thérapies qui n'ont pas grand-chose à voir avec la psychanalyse elle-même. Ça, c'est vrai, oui. Et c'est là où je vois qu'effectivement, j'étais aussi une porte d'entrée pour certains qui me disaient, moi, j'ai envie de faire une psychanalyse, je ne sais pas comment trouver un psychanalyste. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours cette fonction aussi de pouvoir orienter et d'être aussi, d'ailleurs, et de prendre ces demandes au sérieux. De pas être, d'ailleurs, à ce moment-là, pas être juste ah ouais, ok, je te trouve ça. Non, de vraiment d'entendre et de prendre le temps de faire une réponse écrite correctement et d'orienter en rassurant aussi la personne en disant j'ai entièrement confiance en la personne chez qui je vous envoie et ce qui déjà scellait aussi un petit peu de transfert parce qu'il faut à la fois trouver le psy ou le psychanalyste, la psychanalyste, mais que moi, je trouve que cette accroche aussi transférentielle de départ est importante de ne pas parfois arriver dans un truc complètement flottant. Ça peut très bien fonctionner, mais il y a aussi presque tout le pré-transfert qui peut s'opérer avant même de passer la porte. Moi, je vois ma deuxième tranche, j'ai choisi, bon déjà parce qu'elle, ma deuxième analyste, je connaissais quelques personnes qui étaient allées la voir, mais c'était aussi… je l'avais choisie sur son nom de famille, sur le lieu où elle recevait, qui faisait écho à quelque chose de ma propre histoire. Donc, il y avait déjà un transfert qui était en place, quoi. Et c'est vrai que parfois, cette espèce d'idée où on irait chez le psy, un peu comme on irait, je ne sais pas, chez n'importe quel Monoprix, oui, ça ne fonctionne pas si bien que ça, quoi. C'est sûr. Vous avez eu des relations à l'international via cette proposition là que vous avez faite sur YouTube. Est-ce qu'il y a, là on parle du milieu français, et est-ce qu'il y a eu d'autres personnes de l'étranger? Alors il y a pas mal de personnes quand même de l'étranger qui suivent le travail que je fais.
j'ai eu des propositions aussi pour intervenir à l'étranger. Malheureusement, c'est arrivé l'année dernière, donc ça ne s'est pas fait, mais pour l'instant. Notamment au Maroc, mais il y avait aussi en Turquie, au Liban, dans des pays arabes, pas mal. Ouais. C'est assez intéressé par la psychanalyse. Évidemment, un petit peu l'Amérique latine et quelques personnes au Canada quand même aussi. Bon, en Belgique, évidemment, mais la Belgique, c'est la France. Le Canada, c'est presque… Non, le Canada, c'est pas… Québec, c'est une grande partie du territoire. Non, mais oui, les pays arabisants, pas mal quand même. Ouais. Ça émerge vachement. Ouais. Il y a un éveil dans les pays, ouais. Tu avais vu le film Un divan à Tunis? Non, je ne l'ai pas vu. Bon, on ne peut pas en parler, je ne l'ai pas vu non plus. Mais je ne sais pas, peut-être… Moi, je l'ai vu. Alors? Moi aussi. J'ai trouvé ça très bien. C'était c'était pareil, c'était assez cocasse en même temps. Cette femme qui arrive de France, qui décide de s'installer, décide d'installer son cabinet avec, avec évidemment l'esprit nord-africain qui vient mettre le bazar là-dedans, parce que c'est très très drôle. Je sais pas, tu l'as vu aussi, Marina, non? Oui. C'est très drôle, oui. Ah ouais. Et c'est très émouvant aussi. Ouais, c'est touchant, ouais. C'est très touchant et dans un abord assez singulier, je trouve, par rapport à qui elle s'adresse et dans la difficulté même du pays, et, qui est bien retranscrite. Oui. Quel pays? La Tunisie, je crois, non? Oui. Oui. Et c'était en langue française? Oui, il y avait de tout. Enfin, c'était du français, mais il y avait aussi de l'arabe, quoi, un peu. Oui, c'était voilà. Mais elle, je crois, dis-moi si je me trompe, Marina, mais refuse de faire des séances en arabe. Je crois qu'elle fait que des séances en français, non? Des séances en français, oui. Ouais. Elle a d'ailleurs le portrait de Freud dans son cabinet, ce qui est un peu surprenant. Enfin, ça surprend pas mal de personnes. C'est vraiment un joli film. Ouais. Emmanuel Laurent, quand vous citiez la Turquie, vous citiez je ne sais plus quel pays, le Liban, il y a la barrière de la langue, ou sauf si vous êtes polyglotte, bien sûr, mais il y a la barrière de la langue très rapidement, non? Oui, non, mais après, c'était des personnes qui étaient… francophones. Francophones, ouais. Et qui exemple, n'étaient pas forcément françaises. Enfin, je veux dire, pas juste des Français installés là-bas, des personnes qui avaient une connaissance du français. Et je sentais que ce n'était pas leur langue maternelle, mais on pouvait quand même communiquer. Et je sais que, en tout cas, il me semble qu'en Turquie, on trouve mes livres dans certaines bibliothèques, quoi. Ah oui. Ouais. Au Liban, oui, bien sûr, mais en Turquie, je ne savais pas qu'on connaissait si bien le français que ça. Alors, je ne sais pas, je sais, on m'avait envoyé, il me semble que c'était la Turquie, c'était peut-être le Liban, mais parce qu'il y a eu les deux, mais je sais qu'on m'a envoyé une vidéo où, alors je ne comprenais rien, c'était pas en français la vidéo, donc je ne pouvais pas comprendre, mais à un moment, je voyais bien que ça parlait de Mardi Noir et j'apparaissais dans la salle et ça commentait et tout, et je me disais, waouh, ok, bon, très bien. Et maintenant, si vous êtes invité, vous iriez, j'ai entendu. Ah oui. Ouais, ah oui. Ouais. Pour dire quoi? Pour faire quoi? Pas un enseignement, bien sûr. Non, pour échanger. Pour échanger, ouais. Échanger pour faire vivre tout ça, quoi. Enfin, j'avais été invitée par la médiathèque française de Casablanca au Maroc. Ouais. Et là, c'était le but, c'était quand même de parler de psychanalyse, et essayer de présenter ce qu'était la psychanalyse à des adultes dans un premier temps, et aussi le lendemain à des enfants. Parler de psychanalyse avec des enfants. J'avais accepté. Bon, de toute façon, ça ne s'est pas fait, mais bon, si un jour ça se fait. Donc, vous aviez préparé quelque chose? Pardon? Vous aviez préparé quelque chose? Parce que parler aux enfants, ce n'est pas pareil. Hein, que de parler à des adultes.
Alors, bon, Ouais. j'ai une grande expérience avec les enfants, mais non, je n'avais rien préparé puisque ça devait être en juin de l'année dernière et la proposition avait été faite en février. Et puis, entre-temps, il s'est passé tout ce qui s'est passé et donc je n'ai pas eu, je n'ai pas enclenché la préparation de cette intervention puisque le monde s'est arrêté de tourner un mois après la proposition. Et moi, je voudrais vous poser une question. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait faire du bien à la psychanalyse aujourd'hui? Pour qu'elle soit... oui, parce que tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'elle soit malmenée de manière chronique. Là, ça devient les périodes deviennent de plus en plus serrées, de plus en plus denses, il me semble. Ouais. Bon, nous, l'association s'appelle Demain la psychanalyse parce que c'est aussi une question, quoi. Enfin, voilà, comment faire pour... Alors, il y aura toujours des psychanalystes. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense il suffit... C'est une position qu'il faut tenir. Mais quand même, est-ce qu'on va... C'était une question qu'on a posée à l'occasion d'autres séminaires. Est-ce qu'on va sombrer dans la clandestinité? Oui, dans le tout neurosciences en Ah ben, surface. ça semble évident, mais pour ce qui est de la communauté psychanalytique, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Comment pratiquer quand il y a un désir total de contrôle sur toutes les pratiques psy qu'il peut y avoir aujourd'hui, quoi? Oui, puis c'est vrai que c'est d'actualité avec ces histoires de remboursement là. Voilà, entre autres. Ouais. Non, honnêtement, j'en sais rien. Et je pense j'ai l'impression qu'on n'a pas la maîtrise, je veux dire, que sur ce domaine-là. J'ai l'impression qu'aussi la psychanalyse, elle est touchée, mais il n'y a pas que la psychanalyse qui est touchée actuellement d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a bien aussi, sûr. Il y a un tel désir, désir, je ne sais pas si c'est du désir, mais une telle jouissance de contrôle, de pouvoir, de tout baliser, d'être aussi dans le moindre coup et dans aussi une forme de quand même de production, quoi. Peut-être que c'est cyclique aussi, peut-être que ça va aller un peu de pire en pire et puis qu'après ça va aller mieux parce que on ne pourra pas aller trop loin dans le pire non plus. Donc je ne sais pas, honnêtement, mais moi je suis un peu sceptique pour ça, hein. Je suis un peu oui, mais comme vous avez utilisé un média, est-ce que les médias seraient des outils voilà, c'est parce que voilà, c'est une question. Moi, je vois, j'ai eu des reproches, il y a récemment, parce que moi, je n'ai pas de portail web ou quoi que ce soit. Je n'existe pas, entre guillemets, à part mon adresse et mes coordonnées. Mais est-ce que justement, j'ai quand même reçu, mais de toute façon, vous n'apparaissez nulle part, vous êtes peut-être un charlatan. Voilà, hein, c'est le truc, évidemment, parce que je n'apparais nulle part. C'est-à-dire, je n'ai pas de page web, je n'ai pas un site web, je n'ai pas écrit de livre. Vous voyez, je n'apparais pas, enfin, pas sur la psychanalyse. Donc, je comprends. Eh ben, tout d'un coup, ça devient un tort, si vous voulez. C'est-à-dire que ça devient suspect. De ne plus apparaître, de ne pas exister dans les médias, ça devient suspect. Parce qu'on peut dire que finalement, Internet aussi, c'est un média. Donc, oui, non, enfin, je veux dire, c'est pas que YouTube ou on n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est très curieux. Et du coup, je me suis dit, mince, alors, est-ce que c'est vraiment vers ça? C'est vers là où moi je dois aller, où les autres vont, mais il y a un truc qui m'a interpellée, quoi. Justement, en plus, vous parlez de la question du transfert, et ben, si on sait déjà tout sur l'autre, sur celui qu'on va voir ou celle qu'on va voir, c'est difficile de laisser la place au transfert. Donc voilà, c'était une réflexion comme ça sur
qu'est-ce que les médias peuvent faire pour la psychanalyse ou qu'est-ce que l'analyse? La psychanalyse peut faire plein de choses pour les médias, mais dans le sens, je ne sais pas. Je me pose la question, voilà. Par rapport au thème d'aujourd'hui. Ouais. Bah, je ne suis pas certaine qu'il faille compter sur le système médiatique actuel pour ça, parce que en fait, on voit bien comment ça fonctionne aussi aujourd'hui, la médiatisation, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, ça va susciter de l'intérêt pendant un temps, et puis autre chose va se passer, et ça va susciter le même intérêt, et l'autre chose est complètement oubliée, enfin, jusqu'à ce qu'elle ressurgisse, mais c'est une espèce de... Il n'y a pas vraiment de cohérence, en fait. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un vrai... Enfin, ça, c'est aussi ce que j'ai observé. C'est un peu, on pourrait dire, presque une twitterisation de la société, quoi. C'est-à-dire qu'il y a comme, ou en tout cas une twitterisation des médias. C'est-à-dire qu'on attrape un sujet qui va nous griser un moment et puis, hop, on le jette à la poubelle pour prendre celui d'après. Et c'est qu'une espèce de logique comme ça de déchets, quoi, enfin, d'objets petits A, pour le coup. Enfin, ça brille, poubelle, ça brille, poubelle, ça brille, poubelle. Enfin, c'est pas... c'est pas vraiment... on n'est pas dans l'organisation de quelque chose. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas. Et je trouve que c'est un peu la même chose pour les maisons d'édition. Alors, pas forcément des petites maisons d'édition, mais des fois, quand je vois le catalogue de certaines maisons d'édition, je me dis c'est incroyable de publier telle personne et 2 mois après, de publier une autre personne qui est tellement... alors, c'est pas pour dire que on ne peut pas publier tout, mais c'est tellement incohérent, en fait. Enfin, c'est comme si d'un coup, alors il y a toute une mise en marche marketing pour expliquer, je ne sais pas si on prend la question même de l'écologie, à quel point on va droit dans le mur, et puis c'est limite un mois après, il y a la même machine marketing avec les mêmes personnes de la même maison d'édition qui va tenir le discours complètement inverse. Et il y a un côté complètement... on se dit, mais en fait, c'est quoi le but? Il est quand même surtout marchand. Il n'y a pas forcément une éthique et un engagement intellectuel ou de qu'est-ce qui est défendu. Et ça, c'est assez étonnant. Et je vois comment moi, j'ai suscité un engouement pendant, je dirais, il y a eu la première année, il ne s'est quasiment rien passé. C'était que sur Internet. Et l'année qui a suivi, vraiment, j'avais Télérama, Nouvelle Obs, des radios, des France Inter, machin. Enfin, et après, plus rien. C'est-à-dire que donc, il y a tout eu en 1 an. Et puis après, c'était vraiment... Puis quand je demandais un peu que j'écrivais en disant, bah là, ce serait intéressant peut-être d'échanger sur tel... Non, mais on ne répond même pas. Tu nous as amusés à un moment, mais maintenant, ça y est, c'est terminé. Enfin, donc, en fait, ils s'en foutent du contenu de la psychanalyse. C'est ça, oui. Eux, ça va leur faire Ils voient que le truc, il est un peu en vogue en ce moment. Donc, on va faire un article dessus. Comme ça, les gens, ils cliquent sur les pubs. Enfin, je crois que malheureusement, il faut penser les choses un peu. C'est un peu comme ça. C'est pas très gai, mais oui. Je me permets, par rapport à ce que j'entends à l'instant et du côté de Delphine et de vous. Alors, Mardi Noir, je ne connaissais pas, je ne connais pas, en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant de ne pas connaître puisque je vous ai. Et j'essaye de comprendre à peu près le concept. Et en fait, ça me faisait écho par rapport à ce que j'entendais dans l'instant à la société de spectacle dont parle Guy Debord, justement. Oui. Et au fond, vous vous êtes servi de cette plateforme YouTube comme un espèce de miroir géant, au fond, oui. Et avec le matériel du maquillage. Et le matériel du maquillage, on peut le penser du côté de la mascarade. Bien sûr. Voilà. Et du coup, ça me posait la question en fin de compte, de quel côté se pose ou se positionne la mascarade? Est-ce qu'elle est véritablement du côté du make-up et du masque, ou est-ce qu'elle est du côté justement de la psychanalyse et de ce qu'on voudrait en croire, de ce qu'on voudrait en voir, pour précisément ne pas la penser? Ouais.
et la mascarade est aussi du côté de la médiatisation de toute chose aussi. Enfin, c'est-à-dire de comment on rend toute chose désirable puis jetable dans la minute d'après. Et la psychanalyse n'échappe pas à cette règle. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette société spectacle, la psychanalyse n'échappe pas à ça, en tout cas sur cette scène particulière qui est la scène médiatique. Après, moi, je redis encore, et je n'ai pas un discours catastrophiste, c'est-à-dire que selon moi, la psychanalyse, elle a toujours, enfin toujours, j'en sais rien, mais elle a quand même été dès le début assez attaquée. Enfin, Freud, quand même, c'était compliqué. Il n'est pas arrivé en disant les enfants ont une sexualité et tout le monde a dit ouais, c'est super, c'est génial. Non, c'était donc de toute façon ça dérange le discours psychanalytique. Il est dérangeant parce il vient quand même un peu, il vient faire coupure. Et donc et la coupure. Enfin, là, on va partir dans un truc très psychanalytique, mais l'être humain, il déteste ça. Enfin, il veut de l'unité. Donc, à partir de là, c'est de toute façon. Et donc, justement, c'était assez amusant de mettre sur une scène de spectacle un discours de coupure, en fait, mais qui a amusé un certain temps, mais qui n'a pas échappé aussi à se retrouver dans ce jeu, dans cette mascarade, et qui, au bout d'un moment, n'a plus vraiment de sens. Et c'est aussi pour ça que j'arrête aujourd'hui, parce que finalement, ça y est, je me suis trop fondue dans ce jeu-là, dans cette scène un peu d'impasse médiatique. Oui. Ah, on n'entend pas, il y a le... On ne vous entend pas. Il faut mettre le micro. Vous pouvez estimer le nombre de personnes que vous avez adressées à des analystes. Parce que ça, c'est la seule efficace que je trouve dans votre... Parce que nous, on vous regardait, on se marrait, on vous a regardé en vacances. C'était très, très intéressant pour engager une discussion, par exemple, en famille ou avec des amis. Vous étiez une bonne introduction. Mais dans l'efficace de votre proposition, ce qu'il y a, c'est que vous adressez des gens qui vous demandent « Connaissez-vous des analystes à qui je puisse, justement, dans l'urgence que j'ai à parler à quelqu'un, de trouver quelqu'un qui m'entende ?» Je pense une trentaine. Ouais, c'est énorme. Oui. C'est énorme. En 6 ans, hein. Oui, mais c'est bien. Mais oui, je pense une trentaine, je pense. Par jour? Je dirais ça, non. Non, je dirais, oui, je veux dire vraiment, vraiment ça aboutit à quelque chose, oui, je pense, à peu près. Ça doit être à peu près ça. Non seulement vous leur avez indiqué des adresses, mais ils y ont été. Vous savez qu'ils y ont été. Ah, d'accord. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci pour votre intervention. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très efficace, au contraire, en termes d'expérience d'analysant, parce que je trouve que vous présentez aussi très bien ce qu'est l'expérience analytique côté analysant. J'aime effectivement le côté, l'utilisation de votre humour et du maquillage au service justement de votre cure, que vous prolongez effectivement au travers de votre média. Reprendre ce que disait aussi Nathalie, la mise en scène des symptômes que vous faites, elle est vraiment très drôle et dédramatisée et d'inciter, en tout cas, je le crois, des personnes à considérer leur souffrance et de ne pas mettre ça sous le spectre de l'anormalité. Oui. Et donc, je trouve que votre travail est formidable. Voilà. Alors, je n'ai pas tout vu, effectivement, mais je trouve qu'il a l'avantage de présenter la psychanalyse comme quelque chose de subversif, ce que vous représentez très, très bien. Et c'est dommage, j'apprends aujourd'hui, effectivement, que vous arrêtez, du coup, les vidéos. Oui. J'espère pouvoir vous lire ou vous voir dans d'autres circonstances. Bah, vous n'avez pas tout vu, donc déjà. Non, j'ai pas tout vu. Vous voyez, vous en voulez encore alors que vous ne les avez pas tout. Je trouve effectivement cela intéressant, en dehors du fait que vous puissiez adresser des personnes ou des internautes à des psychanalystes. Je ne sais pas si c'est là l'objet, mais en tout cas, la façon dont vous présentez aussi, vous, vos doutes, vos questionnements, etc., je trouve que c'est vraiment cela qui est très intéressant pour tout le monde, évidemment, mais pour nous autres aussi psychanalystes.
quelque chose de vrai, effectivement, dans la présentation des symptômes, dans vos questionnements, dans la mise en scène, la mise à nu, effectivement, tout ça. Ouais. Donc, merci pour ce partage. Eh ben, merci à vous. Et je rebondis d'ailleurs sur ce mot, la mise à nu, parce qu'effectivement, c'est une mise à nu. Et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'arrête. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette exposition, parce que ça reste une exposition. Et d'ailleurs, un des mots qui revenait quand même souvent pendant toutes ces années, c'était quel courage de faire ça. Et moi, je ne pourrais pas le faire, ou je ne sais pas quoi, mais je suis tellement content ou contente que tu fasses ça. Et au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai ressenti, alors je ressentais déjà que c'était courageux de le faire, mais c'est vrai que c'est compliqué de tenir cette exposition-là sur ce contenu qui est quand même particulier pendant, voilà, il y a un moment, c'est bien que ça s'arrête aussi. J'ai un peu envie de retomber un peu dans l'oubli et de me faire un peu oublier. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas un jour, sans doute, je me connais, il y a quand même quelque chose d'artistique en moi qui reviendra sans doute un jour, mais là, c'est vrai qu'il faut une grosse pause. Oui, c'est une grosse responsabilité, effectivement. En tout cas, intéressant la manière dont vous êtes saisi de vos questions, comment vous avez fait des liens avec la théorie, comment vous avez pu présenter les choses. Je trouve ça très intéressant. Ouais. C'est une exposition, ce n'est pas une exhibition. Non. Voilà, c'est une exposition, je suis d'accord avec vous. Ça aurait pu des fois virer à l'exhibition, à la longue ou pas? Bah, on en parlait tout à l'heure, oui, je pense que là… c'est le bon moment pour arrêter. C'est ça. C'est autre chose. Voilà. Pas tomber dans l'obscène, quoi, ce serait bien. Rester juste vulgaire, ça m'a lésé. Vulgaire, mais pas obscène. C'est un bon milieu. C'est bien tranché. Ça pose la question de la création. C'est-à-dire que de lier la psychanalyse à un acte qui suit un cheminement, on sent bien dans ce que vous exposez, qui est lié à la création. Oui. C'était une question d'ailleurs que j'avais aussi à régler, quoi. Enfin, pas à régler définitivement, mais en tout cas à explorer. Et YouTube a été vraiment le bon média pour faire ce travail créatif que je cherchais à produire depuis, je pense, 10-15 ans, quoi. C'était là depuis mes 17-18 ans et j'ai exploré d'autres, le théâtre, d'autres, le cinéma, des courts-métrages et je ne trouvais pas ce qui permettait de jouir en fait de ce plaisir créatif. Et là, YouTube a vraiment généré ce plaisir. Est-ce que c'est une forme de sublimation alors du coup? Oui. Ouais. Est-ce qu'il est indiscret de vous demander ce qu'en pensait votre analyste? Eh ben, elle adorait. Et elle a même dit devant une scène face à plein de psychanalystes que le travail d'Emmanuel Laurent était un travail formidable. Et je n'étais pas peu fière. Elle n'a pas dit le travail d'Emmanuel Laurent, c'est grâce à mon travail? Non. Mais c'est vrai que c'était avec elle la première fois que, je sais pas, ça faisait peut-être 2-3 ans que j'allais la voir. Et je lui ai dit un peu comme ça, oui, en fait, maintenant, peut-être, j'ai fait une vidéo sur YouTube et les gens, ils la regardent. Et elle m'a dit, envoyez-la moi. Et là, je me suis dit, ah là là, ça y est. Et donc, oui. Non, elle appréciait. Je me demandais, si vous voulez bien, c'est qu'au-delà de l'intervention de la jouissance et de… Vous posez aussi le problème de la limite, de sa propre limite, de la limite du thérapeute, de la limite de ce qu'on peut faire par rapport aux médias. Et donc, au fond, on peut jouir de quelque chose, on peut l'utiliser, on peut en avoir l'efficacité, mais à un moment donné, pas parce qu'on peut être dépassé, mais parce que du coup, il n'y a plus du coup cette jouissance hystérique qu'on a peut-être quelque part nous tous. Mais il y a une limite. Oui, elle n'est pas sans limite. Elle n'est pas sans limite et il faut passer à quelque chose.
Alors, la limite, elle amène aussi à la… Ben voilà, il y avait la naissance, il y a la renaissance. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et qu'est-ce qu'on va faire de ce monde aussi? Et c'est là où ça interpelle. Et probablement, il va falloir lui donner une autre forme, tout en restant nous-mêmes. Ça, c'est plus compliqué. Mais ce n'est pas impossible. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. On a dû la refaire. Ouais. Il fallait dire, c'est le générique de fin. Bon, il y a la place pour quelques questions encore, j'espère. De vous autoriser à quelques questions, d'où qu'elles viennent dans le groupe là, des 38 personnes. Non? Oui, pardon, c'est pas tant une question qu'une remarque. Oui, enfin, bon, j'ai beaucoup apprécié. Moi, je ne savais pas que ce serait vous aujourd'hui, donc je vous ai croisé via aussi des réseaux d'amis psy qui m'avaient transmis vos vidéos. Donc, je pense que ce n'est pas n'importe quel média, YouTube, justement. J'en ai vu, moi aussi, quelques épisodes. Et donc, je ne sais pas à quel point vous êtes exposé. Je n'avais pas du tout le sentiment, en vous ayant regardé. Ce que j'avais beaucoup apprécié, moi, d'un point de vue, donc en réception, évidemment, c'était déjà la question du féminin, que je trouve que vous mettez vraiment bien en scène, parce que, évidemment, il y a la question du miroir, parce que vous êtes face à votre miroir, enfin, et puis la question du spéculaire, vous parlez de captation, de ce désir-là, de capter. Et donc, oui, ça vous traverse personnellement, mais vous y arrivez aussi de façon… Enfin, on voit bien que c'est une réussite créative, justement. Enfin, je ne sais pas tant si c'est une place à l'aune de celle de Dolto ou de Gérard Miller, parce que c'est vraiment, justement, une œuvre artistique que vous produisez. Oui. Donc, Dolto, elle essayait, elle, de faire entrer la psychanalyse auprès du public pour faire que l'enfant trouve une place aussi, enfin, et que la psychanalyse puisse être pénétrée, enfin, dans la société. Je crois qu'elle y est parvenue, avec le revers de la médaille qu'à un moment donné, de toute façon, il me semble que en science ou ailleurs, il faut toujours tuer le père, et que la psychanalyse a eu son heure de gloire, et puis qu'aujourd'hui, il faut l'assassiner, et puis que probablement, elle renaîtra de ses cendres à un moment donné ou à un autre. Et donc, moi, j'ai trouvé que l'efficace, elle était pour moi, parce que du coup, quand on tombe sur vous par hasard et que justement, on est un peu blasé par ce discours dominant et écrasant en ce moment des sciences cognitives, de ce sur quoi on tombe sur Internet, tout de suite, la psychanalyse est dépassée, enfin maintenant c'est fini, on a enfin la science qui peut nous éclairer, de vous croiser comme ça à un carrefour, on se dit non, pas du tout, c'est bien vivant, c'est encore là, et les générations là qui arrivent après moi, parce que je suis un peu plus âgée que vous, s'en saisissent toujours et puis transmettent cela. Je crois aussi que ce qui fonctionne très bien, c'est que justement, il y a quelque chose d'inversé dans la cure analytique. Là, la mise en scène, enfin la sémiotique de votre intime, c'est-à-dire du décor, que ce soit dans un petit lieu clos, que ce soit dans votre chambre ou je ne sais pas où, enfin, ce qu'on imagine, même une penderie à un moment donné, ou je ne sais pas, enfin… Donc, évidemment, vous ne ramenez pas ça concrètement chez votre psychanalyste, mais c'est bien ce que vous ramenez aussi. Et en même temps, vous tenez un discours… de la doctrine, enfin en tous les cas de scientifique, qui tient. Je veux dire, ce n'est pas justement des scénarios qu'on peut croiser au cinéma où vite fait on assied un psychanalyste qui n'y connaît rien et qui sort… caricature. Voilà, caricature. Là, on sent bien que vous maîtrisez les concepts, en tous les cas que vous les maîtrisez. Vous les saisissez, vous les déployez, ils font sens, et puis justement, ils sont dans l'équivoque, donc… qui veut entend ce qu'il veut, quoi, et le perçoit. Donc, que vous arrêtiez, tant pis pour nous, puis tant mieux aussi, parce que bon, voilà, c'est quelque chose qui traverse et qui est permis justement peut-être par YouTube. Et je trouve que vous montrez comment ces médias-là, enfin, ce média-là numérique, qui est de l'espace numérique, peut être intéressant aussi. C'est-à-dire, voilà, pas qu'une mise en scène de l'ego. Il y a quelque chose qui, moi, me semble atteint, enfin réussi, parce que justement, vous en faites une œuvre artistique. Peut-être il y a quelque chose de trop de vous que vous donniez, ça, moi, je ne l'ai pas perçu, je ne sais pas. Mais… Vous ne le percevez pas parce que justement, j'ai toujours fait attention à ce que ça ne prenne pas le pas sur la création. Oui. Mais je ne peux pas
nier qu'il n'y a pas eu beaucoup de moments, des mouvements d'ego, quand même, j'ai été prise au piège de ça. Et c'est aussi pour ça que j'arrête, parce que je sens que là, c'est finalement l'ego vraiment là qui me pousserait à continuer, plus que la création artistique en elle-même. Et donc, je vois pas en fait où est l'intérêt de… Parce que ça a été fait dans une authenticité, alors plus ou moins, hein, mais quand même, global, ça a été authentique. Et là, je me dis, là, ce serait vraiment tomber dans cette affaire de cette petite affaire d'ego, quoi. Et, Oui. Que vous avez eu le sentiment d'entrer en analyse véritablement à partir du moment où vous êtes entré dans ce projet créatif? Non, c'était un peu avant. Mais c'est arrivé, du coup, 3 ans après. Ouais. Oui, je dirais qu'à la 2e tranche d'analyse, c'est là que j'ai eu la sensation d'entrer en analyse. Ah, vous ne serez donc pas le Michel Drucker de YouTube. Quelqu'un a mis ça. Agnès. Eh ben non. C'est bien. Très bien. En tout, comme dans la psychanalyse, il faut aussi savoir s'arrêter à un moment. C'est ça. Voilà, ça capitonne maintenant. Pas de Michel Drucker, pas de Jean-Pierre Pernaut, pas de tous ces personnages qui ne peuvent pas s'arrêter, qui sortent par la fenêtre, qui rentrent par la porte ou inversement. C'est ça. Jean-Pierre Pernaut prend sa retraite, mais pour revenir tous les samedis, quoi. Enfin, on l'a jamais vu autant. Voilà. Les médias sont immortels. Eh oui. Donc, c'est la psychanalyse qui vous a amené à Mardi Noir et non pas Mardi Noir à la psychanalyse. Je ne sais pas, parce que Mardi Noir a existé avant cette… oui. Mais sans doute, oui. Je ne sais pas. C'est peut-être indécidable. Allez, d'autres questions, on peut en profiter quand même. On a notre invité formidable qui va s'arrêter. Alors, est-ce qu'on est les premiers à l'apprendre? La question aussi peut-être que je me poserai encore, c'est pour rejoindre la première question que je vous ai posée, c'est est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il fallait à un moment donné passer par cette étape créative pour avoir des réponses sur vous-même, comme si la psychanalyse et la cure en elle-même n'étaient pas suffisantes? C'est une bonne question. Alors, j'ai envie de dire non, mais je vais mettre un grand mais quand même. Je ne sais pas si ça n'a pas amené une connaissance vraiment de moi. En revanche, ça a permis vraiment, je ne sais pas comment le dire, donc je vais dire comme une modalité du désir et une modalité d'être au monde et d'être dans le lien aux autres d'une manière que en fait, je ne trouvais pas quand même suffisamment bien ma modalité d'être aux autres. C'est-à-dire que j'ai fait mes études donc là, j'étais quand même dans le rôle de l'étudiante qui me correspondait très bien. J'aimais beaucoup ça. Avant, j'ai fait plein de boulot, mais j'avais toujours cette idée de toute façon, je ferai quelque chose d'autre plus tard. Donc, je n'arrivais pas à me fixer vraiment sur je sais pas, je vais pas dire identité, c'est pas identité, mais un moment un peu… un moment qui fixe quand même un peu quelque chose, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Et le fait d'entamer ce parcours créatif un peu hybride, un peu qui ne ressemblait à rien d'autre, ça, oui, ça a été un vrai… ça a été, oui, mais c'était plus dans l'expérience c'était presque corporel, en fait. Même dans ma façon de me présenter aux autres, ensuite, je me sentais plus à l'aise. Il y a eu quelque chose qui a aidé. C'est-à-dire que si j'étais passée tout de suite j'ai fait mes études de psy à devenir psy, il y avait comme un truc où être psy, à ce moment-là, ça aurait été encore jouer un rôle. J'aurais joué le rôle d'être une psy, mais je ne savais pas réellement ce que ça signifiait. J'aurais eu l'impression d'être dans un truc un peu à la Truman Show, quoi. Un peu, maintenant, ça y est,
j'ai le diplôme de psy, je suis psy. Et je crois que j'avais besoin de trouver vraiment quelque chose qui fasse vraiment sens pour moi à ce moment-là. Oui, ma question, c'était plus dans est-ce que vous avez considéré, peut-être à un moment donné, que sans ce travail créatif, vous n'auriez pas pu autant dire dans votre cure? Ah, autant dire dans la cure? Et aussi bien, je dirais. Ouais. De façon aussi nuancée. Bah, je crois pas. Parce que je disais déjà bien avant. Mais est-ce que c'est devenu mieux? Non. Ça m'a peut-être aidé à l'arrêter aussi, la cure, au bout d'un moment. Moi, j'ai une question. Oui. On sent chez vous une pulsion à la création artistique. Oui. Relativement forte. Est-ce Oui. que vous pensez que votre installation en tant qu'analyste permettra de satisfaire cette pulsion? Il faudra qu'il y ait du temps pour satisfaire cette pulsion d'une manière ou d'une autre. Je trouverai comment. Oui, et puis si je peux me permettre d'intervenir sans poser vraiment de questions, c'est que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que le travail analytique en tant qu'analyste est vraiment un art. Oui. J'allais dire apparenté à un art, mais non, c'est un art. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'on ne sait pas où on va d'une seconde à l'autre, et pourtant il y a un chemin, et pourtant il y a des outils, et pourtant chaque personne est une construction différente, chaque transfert est une construction, chaque cure est une construction, et vraiment, ça se... je pense que c'est une création, oui, il y a une création de type artistique, en tout cas, évidemment, qu'il y a de la sublimation, mais c'est un art, enfin, oui, je ne sais plus quel auteur disait ça aussi, mais voilà. Lacan. Donc, Lacan, alors, oui. Et oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ce... Pardon, j'ai coupé quelqu'un. Mais oui, ne serait-ce que dans le fait de devenir enfin analyste, c'est comme si je vais encore citer Lacan, mais je m'autorisais enfin de moi-même à être analyste. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose où jusqu'à présent, j'aurais eu la sensation de coller à un diplôme ou à un parcours qui est logique, mais qui ne m'autorise pas à l'être. Et là, je m'autorise à devenir analyste. Et alors, déjà, j'en ai le désir, mais aussi parce que je m'autorise, comme vous dites, à cette position qui est quand même aussi tellement singulière et artistique, et surtout d'avoir mon propre style d'analyste. Être dans quelque chose qui est... chaque analyste a son style, et c'est... Et voilà. Non, mais je suis d'accord, mais quand même, si je puis dire, je voudrais vous dire que voilà, il y a deux choses. Vous avez voulu être vrai, et vous vous êtes dit, quand vous avez été diplômé, que si vous vous autorisiez à ce moment-là, grâce au diplôme, par le diplôme, à vous installer en tant qu'analyste, vous étiez peut-être dans une logique administrative, de sécurité, etc., mais vous n'étiez pas une vraie analyste, même si vous aviez fait, etc. Donc, vous êtes passé par le détour artistique, enfin, tout ce que vous avez fait, et là, maintenant, effectivement, vous pouvez vous autoriser, mais enfin, vous avez fait un chemin, vous avez fait un parcours. Et oui, il y a une phrase que je dis toujours et que je trouve dit bien ça, qui vient de Lacan aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas voulu vous prendre pour une psychanalyste. Voilà. C'est ça. Et c'est le coup du roi. Vous connaissez cette phrase de Lacan? Oui, bien sûr. Voilà. Mon père adore cette phrase. Pour le roi. Et si le roi se prend pour le roi, c'est qu'il est fou. Voilà. Oui. Vous n'avez pas du tout voulu rentrer là-dedans, et c'est ça qui fait toute la vérité et je trouve aussi la beauté et le sublime, si on peut le dire, de cette profession, de cette activité, je ne sais pas trop comment dire. Et voilà. Voilà. Bon, ben, c'est tout. Merci. Je ferme le micro. Au revoir. Je ferme l'image. Merci.
Au revoir. Je retourne. Bon. Next. Encore une? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Je suis ravie de pouvoir vous rencontrer comme ça un peu par Zoom. J'ai beaucoup suivi évidemment vos interventions sur YouTube et vous aviez parlé à un moment donné d'une intervention auprès d'enfants qui n'a pas pu avoir lieu et je me disais que ce pourrait peut-être être une autre façon de médiatiser la psychanalyse. En ce qui me concerne, par exemple, au moment où je vous ai découvert, j'avais eu des questions de la part d'adolescents et d'enfants sur ce qu'était la psychanalyse et je les ai renvoyés sur votre chaîne YouTube en leur disant ça pourrait vous intéresser, surtout que l'une des adolescentes adorait le maquillage, donc pour moi c'était évidemment une façon pour elle de rentrer là-dedans et donc ils ont pu regarder les vidéos et ne serait-ce que même le titre « Psychanalyse-toi à la face », ça les avait tellement fait rire que c'était devenu comme une comptine qu'ils se chantaient un peu les uns les autres et vraiment je pensais que vous aviez quelque chose d'une accroche qui pouvait vraiment intéresser les enfants. Après, comment, je ne sais pas, mais voilà, c'était un peu mon idée de peut-être une suite autre. Écoutez, oui, mais de toute façon, j'ai toujours eu une âme d'animatrice. Alors, je ne sais pas, pas encore de... J'ai encore, c'est encore la vie d'avant, hein, avant de faire des études ou même d'entamer une analyse. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'expérience avec les enfants et avec le fait de... Enfin, c'est les comptines, en fait, qui me fait penser à ça et ce plaisir de... Je ne sais pas comment le dire, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de tellement particulier quand on voit les colonies de vacances, les classes de découverte, les discussions avec les enfants, cette espèce de vérité un peu implacable où il n'y a pas encore de filtre donc, ouais, le travail avec les enfants, en tout cas, m'intéresse beaucoup aussi. Et c'est marrant, non, mais c'est assez rigolo parce que c'est vrai qu'il y avait aussi un truc qui me bloquait un peu dans l'idée de m'installer aussi comme psy il y a quelques années, c'est que je me disais que je pense que je serais très angoissée si on m'amenait un enfant. Et aujourd'hui, non, je serais plutôt curieuse. Donc, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. Mais c'est vrai que l'enfance, j'essayais d'imaginer, je me disais, mais s'il y a des parents qui viennent avec un enfant et que c'est pour l'enfant, mais je serais perdue, je ne saurais pas. Et voilà, donc tout fait son chemin et tout. Je laisse cette phrase en suspens. Et tout. Oui, parce que je pensais aussi que vraiment, pour pouvoir médiatiser la psychanalyse pour le futur, commencer avec les enfants dès l'école. Je me demandais pourquoi on faisait, par exemple, de la philosophie à l'école et pourquoi pas de la psychanalyse. Voilà. On fait de la philosophie en terminale, on en fait à l'école. Surtout à l'école, il y a des programmes maintenant. Oui. Il y a des programmes pour les petits, oui, 6, 8 ans, oui. Oui, oui. Ouais. 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 Les philosophes passent une barre en ce moment, passent assez loin. Mais oui, oui, ils ont introduit la philosophie dans les petites classes. Enseigner la psychanalyse. La philosophie clinique, etc. Oui, la philosophie psychanalytique, la philosophie. Ouais. Bon, alors, tout le monde a parlé, tout le monde a dit parce que si on s'arrête, il ne faut pas dire après, mais je n'ai pas pu dire quoi que ce soit. Hein. C'est le moment. Ça fait très Jean-Pierre Foucault, pardon, de la télé, justement. Être votre dernier mot. Ah, le lapsus, c'était sympa. Hein. Ouais, pardon. Ouais. Il y en a un qui est plus sympa que l'autre. Hein, On ne dira pas lequel. Ah non. D'accord, d'accord. Alors, vous voulez qu'on s'arrête? Vous avez épuisé la question?
n'a jamais épuisé la question. Non. Non. On a épuisé la réponse, en tous les cas. Peut-être. En tout cas, c'est bien tombé à propos que notre invité aujourd'hui quitte en tout cas YouTube. Oui, oui, c'est sur la question des médias. Non, moi, je veux bien ajouter une question. Présence-absence, quoi. Oui. Je peux ajouter une question. Vas-y. À travers vos contacts, qu'est-ce que vous avez ressenti des différentes écoles de psychanalyse et pourquoi ils sont tellement épars, répartis, divers, avec des écarts incroyables, et ils ne se parlent pas tous. Comment vous voyez ça? Alors, moi, j'ai surtout approché l'école de la cause freudienne et espace analytique. Et bon, déjà, espace analytique et l'école de la cause freudienne, ils se causent quand même un petit peu entre eux. Donc, ça va, ils ne sont pas si ennemis. Après, c'est vrai que j'ai très peu approché la Société psychanalytique de Paris, la SPP, mais là, je pense qu'en fait, ce qui fait que ça coince, c'est que c'est un enseignement très, très freudien avec une idée presque orthodoxe de Freud, quoi, sur un versant presque début 20e, fin 19e, début 20e, et où les questions actuelles sont quand même traitées d'une manière très 19e siècle, quoi. Donc, c'est vrai que je peux comprendre que ce soit un petit peu délicat de discuter, puisque les symptômes s'actualisent et que, par ailleurs, la société aussi change et se transforme. Quand il y a des psychanalystes qui sont sur des modèles… C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a quand même je dirais que la question la plus épineuse, c'est la question de la différence sexuelle, quoi. Et qu'on a certaines écoles qui sont très attachées à la différence sexuelle et d'autres qui vont être qui vont la penser de manière quand même un peu plus symbolique que réelle. Et je trouve qu'il y a certaines écoles qui pensent cette question de manière un peu trop réelle, quand même. Donc, alors qu'on ne peut pas nier la clinique, et la clinique vient quand même interroger ce trouble. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut la prendre au premier degré non plus et y répondre comme le fait la science absolument, et on va tout résoudre et on va tout régler, puisque de toute façon, pour moi, le sexuel est trouble, et c'est ce que déjà disait Freud, mais comme Freud disait aussi, il y a une différence sexuelle inéluctable, moi, je ne sais pas, c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que c'est cette question, en fait, qui fait problème, vraiment. C'est la question de la différence sexuelle qui est soit prise au premier degré, soit prise au second. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, c'est aussi une question médiatique. Parce pour information, c'est ce dont nous traiterons l'année prochaine dans le prochain séminaire. Oui, et voilà. Sur le féminin. OK. Voilà. Donc, rendez-vous avec plaisir l'année prochaine. Ça marche. Pour travailler avec nous. En présentiel, si tout se passe bien. Et en présentiel, si tout va bien. Alors, il faut venir aussi et ne pas trop parler, écouter. Voilà. Bien sûr. C'est à peu près ce qu'on veut. Toujours sur le mode de l'échange. Oui, c'est bien. Il me reste donc à remercier notre invité et assister Lalima Raoui. La fois prochaine, le 12 juin, ça sera notre dernière séance de séminaire, dont le titre, c'est « Retour au cabinet ou conquête de la cité ». J'aimerais que Emmanuel Laurent nous donne son avis là-dessus avant de se quitter. Retour au cabinet ou conquête de la cité pour la psychanalyse et le psychanalyste? Moi, je dirais retour au cabinet. D'accord. Mais c'est ce que je dis aujourd'hui, le 15 mai. Voilà. Peut-être que dans 2 ans, je dirais conquête de la cité. Mais là, en ce moment, c'est mon ressenti. Mais c'est… Vous aurez le loisir donc éventuellement de participer à cette séance du 12 juin en écoutant, en participant. Elle sera animée donc par Nathalie Nicolélis et Halima Raoui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est toutes les deux qui vont boucler le séminaire. Eh bien, je vous remercie à nouveau
Emmanuel Laurent et puis pour tous les participants aussi. Et je me permets de vous souhaiter un excellent week-end. Pareillement. Merci. Voilà. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, c'est le au revoir du Zoom aussi. C'est Ouais, tout un mais truc. moi, j'ai- Au revoir. Au bureau, les gens passent et disent bonjour et moi je fais écho. Tu vois, je dis bonjour trois fois. Ouais, normalement, c'est à toi de fermer, Alima. Hein. Ben ouais, mais j'ose pas, sinon je. Allez, assume. Salut tout le monde. Au revoir. Au revoir.